Je vais introduire très rapidement ce 12e webinaire avant de donner la parole à Ariane qui a piloté l'organisation pour le CERD et l'ODEMA. Et on a, vous allez voir, plein d'intervenants super motivés. Je pense qu'on va avoir pendant ces 2 heures un contenu très intéressant. Alors rapidement sur le RAR. Donc nous sommes un réseau associatif qui rassemble les agences régionales de l'énergie et de l'environnement, qui se retrouve sur 3 missions: porter la parole de nos membres au niveau de l'écosystème national, promouvoir l'échange et la coopération entre nos membres, et on cherche également au niveau du RAR à initier des projets de mutualisation de méthodes et de moyens. Aujourd'hui, nous sommes 19 membres dans toute la France. Vous retrouverez dans les slides, après, vous pourrez y avoir accès pour retrouver votre agence. Et ce qui est intéressant, c'est que nos membres, même s'ils travaillent sur plusieurs thématiques, se retrouvent sur un socle de 3 missions complémentaires, dont la connaissance du territoire et l'observation environnementale, et c'est le sujet qui nous rapproche aujourd'hui, qui nous rassemble aujourd'hui. C'est un point commun également à tous nos membres. Tous les membres du RAR font un travail sur l'observation environnementale au niveau régional, que ce soit sur l'énergie, sur les déchets, sur la biodiversité, sur l'adaptation au changement climatique ou sur l'eau, par exemple. La connaissance du territoire, c'est non seulement l'observation, mais donc la donnée, mais c'est aussi la connaissance des projets, des acteurs, des enjeux régionaux. Ça, c'est un premier socle, une première mission. Deuxième mission, ça va être l'apport méthodologique qu'apportent ces agences régionales aux acteurs des collectivités et à l'écosystème de la transition écologique sur le territoire régional. Ça peut être sous forme d'expérimentation, d'animation de réseau ou simplement des outils qui sont développés par les agences régionales pour mettre à disposition des collectivités et de leurs partenaires. Et puis enfin, tout ce qui est création de liens, transmission, diffusion de l'information, des enjeux sur la transition. Ça fait également partie du rôle de ces agences. Donc, ce sont un peu des centres de ressources sur le territoire régional. Elles sont également reconnues par la loi. Donc, on a les agences régionales de l'énergie qui sont reconnues notamment dans la LCV, LTECV, les agences régionales de la biodiversité dans la loi pour la reconquête de la biodiversité, et au niveau des observatoires régionaux des déchets, ils sont fléchés par le Code de l'environnement pour capitaliser les données qui relèvent des flux de déchets. Et pour en sortir, donc le but, c'est de sortir des tableaux de bord, des synthèses, des indicateurs qui vont aider au passage à l'action sur les territoires. Au niveau du RAR, on défend plusieurs valeurs. Tout d'abord que la transition vient des territoires, même s'il faut un cadrage national et régional au niveau de l'ambition. Mais c'est bien dans les territoires que se passe la transformation. Et donc pour cela, eh bien, il faut que les collectivités soient accompagnées et qu'elles ont les ressources en ingénierie territoriale nécessaires pour mener cette transition. Nous sommes des dispositifs d'ingénierie mutualisés au niveau régional qui portent des missions d'intérêt général, voire de service public pour l'observation notamment. Et donc, on défend une culture de la coopération et du faire ensemble, puisque à partir du moment où on rentre sur une approche systémique, on ne peut pas trouver, une seule personne ne peut pas trouver les solutions à nos problématiques qui sont de plus en plus complexes. Donc, l'idée, c'est de se mettre à plusieurs pour avoir les méthodologies de transformation. Peut-être plus précisément sur les observatoires régionaux de l'environnement. Alors là, je dis spécifiquement de l'environnement. Ça peut être les observatoires régionaux de l'énergie et du climat, les observatoires régionaux des déchets, qui nous concernent aujourd'hui. Mais ce sont des dispositifs partenariaux dans toutes les régions qui sont mis en place au niveau régional par les pouvoirs publics avec des missions de service public et qui sont destinés à centraliser, produire et transmettre une donnée de référence pour les pouvoirs publics. Il y a une notion de cohérence méthodologique, de vérification de la donnée et de construction dans le temps avec des moyens pérennes de ces dispositifs. Et le but, c'est d'aider à l'élaboration de la mise en œuvre des politiques territoriales de transition écologique et énergétique dans un objectif de passage à l'action et de transformation. Au niveau des observatoires régionaux des déchets, aujourd'hui, il y a 14 observatoires régionaux membres du RAR. On couvre pratiquement toute la France.
Et donc, c'est dans ce cadre-là que ces observatoires régionaux ont souhaité mettre mieux en visibilité leurs travaux, leur expertise. Et donc, on a commencé à organiser à partir de 2020 des webinaires. Le premier devait être en présentiel, et comme c'est tombé en période Covid, on l'a fait à distance, et on a vu que ça marchait bien, et donc on a gardé ce format de 2 heures de webinaire sur un enjeu qui est travaillé par les observatoires, un enjeu pour les collectivités en termes de gestion des déchets. Mais on ne fait pas que ça au niveau du rare, donc il y a 3 webinaires et vous retrouverez les dates en fin de présentation. Le prochain, c'est le 26 novembre et il est organisé par l'ORDEC de la région Sud sur la caractérisation des déchets. On travaille également à bien connaître qui sont ces observatoires des déchets avec un benchmark. On travaille sur des bouquets d'indicateurs communs. Alors, c'est la manière fleurie de le dire, mais c'est de se dire comment est-ce que collectivement on définit des méthodes pour calculer de la même manière des indicateurs régionaux à intérêt régional, voire national. Et puis l'idée, c'est aussi de monter en compétence collectivement sur les méthodologies d'observation. Donc tout ça, c'est dans le cadre du rare. Et aujourd'hui, plus précisément, donc, on est dans l'activité des RAID, le croisement de l'observation et du terrain. Il y en a 3 chaque année, là, depuis 3 ans, comme je vous disais. C'est sur des sujets d'expertise des territoires, un éclairage du point de vue de la donnée territoriale, mais avec les témoignages des acteurs du territoire qui viennent expliquer en quoi les données éclairent leurs problématiques. Voilà, vous pourrez retrouver tous les webinaires, tous les replays sur le site web du rare. Et donc, je crois que c'était la liste des anciens. Voilà. Ah ben, j'ai fini ma présentation, c'est très bien. Je vais donner la parole du coup à Ariane de l'ODEMA, qui a piloté ce webinaire aujourd'hui sur les méthodes d'observation et de l'écologie territoriale. Merci Nadège pour cette introduction. Donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de différents dispositifs d'observation des déchets et de la matière. Donc je me présente, Ariane Pons, je suis chargée de mission à l'ODEMA, l'Observatoire déchets-matières de la région de France, et donc pilote de ce webinaire. Je vais juste partager donc mon écran. Hop là. Choc. Nickel. Avant de commencer, quelques règles d'utilisation de Teams. Donc, par défaut, vos micros et caméras sont coupés. Donc, merci de bien les garder désactivés. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, je vous invite à les poser dans l'onglet « Discussion » que vous voyez affiché sur vos écrans. Et si vous avez des difficultés à vous connecter ou tout autre problème technique durant ce webinaire, n'hésitez pas à contacter Nicolas. Donc, vous trouvez les coordonnées sur cette slide, mais également dans le chat. Avant d'attaquer le vif du sujet, je prends quelques minutes pour présenter ma structure. Donc l'ODEMA, c'est l'Observatoire déchets-matières des Hauts-de-France qui est porté par le CERD, le Centre Ressources du Développement Durable. Donc c'est un groupement d'intérêt public créé en 2001, dont le cœur de sa mission est l'accompagnement et l'outillage des territoires dans les transitions vers un modèle de développement plus durable. Et donc on accompagne les territoires sur des différents sujets comme l'alimentation, l'énergie, la démocratie, les nouveaux modèles économiques, les déchets matières. Également, nous portons un réseau des ambassadeurs du développement durable, donc que l'on forme. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'ambassadeurs qui sont formés pour essaimer nos messages sur nos territoires. Et enfin, ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, le CERD porte 2 observatoires, l'Observatoire Climat et l'Observatoire Déchets-Matières. Hop là. Donc cet après-midi, on se retrouve 2 heures ensemble pour ce 12e webinaire RAID, dont l'objectif est de vous présenter différents dispositifs, outils d'observation des déchets et de la matière, et ce, à différentes échelles. Donc le point de départ de ce webinaire portera notamment sur la donnée. Nous tenterons de répondre aux questions comment évaluer nos dépendances en ressources, en matière, en déchets, quels sont les enjeux autour de cette donnée, et vous présenter les outils qui existent aujourd'hui et à différentes échelles. Et puis, au travers de différents témoignages,
nous tenterons de présenter comment de la donnée on arrive à passer à l'action, comment on arrive à la mesurer cette action par le biais de données peut-être quantitatives et qualitatives, et surtout quelle dynamique on arrive à créer grâce à ces actions. Et donc pour répondre à toutes ces questions, nous vous proposons une première séquence dédiée aux métabolismes territoriaux. Donc l'Institut Paris Région vous présentera tout d'abord un état des lieux de ces métabolismes réalisés sur le territoire national. Puis suivra 2 témoignages. Donc le premier, un retour d'expérience d'un métabolisme réalisé à l'échelle de la région Centre-Val de Loire. Donc présentation par l'Observatoire. Et le second, un témoignage d'un métabolisme plus local sur le territoire des Hauts-de-France, appelé E2PM pour études de planification et programmation matière. Et ce sera un témoignage à 2 voix par l'ADEME Hauts-de-France et le SCOT du Grand Douaisis. Ensuite, on aura un temps d'échange pour répondre à vos questions que vous mettrez dans le chat. S'en suivra une seconde séquence dans laquelle nous vous présenterons une autre approche par le prisme de l'observation de flux de matière. Et donc, sera prévu un témoignage par la région Pays de la Loire ainsi que son observatoire, notamment pour vous présenter l'approche concerto autour de la matière organique. Et enfin, nous irons direction la communauté de communes Sarrebourg-Moselle-Sud, dans la région de Grand Est, pour vous présenter la démarche d'un EIT, donc c'est écologie industrielle et territoriale, l'un des piliers de l'économie circulaire. Territoire donc, qui est créateur de dynamique, notamment autour de la filière du textile. Et donc, s'en suivra un temps de questions-réponses, un temps d'échange voilà, pour répondre à vos questions et pour finir une conclusion pour une fin de webinaire donc prévue à 16h30. Donc, j'en dis pas plus, le programme est déjà bien dense. On commence donc par la première séquence dédiée aux métabolismes territoriaux et je donne la parole à Martial et Laure pour une présentation d'un état des lieux des métabolismes et avec un focus en région Centre-Val de Loire. Je quitte mon partage et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Ariane. Du coup, je prends le relais avec le partage. Hop. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Super. Je passe en diaporama. Hop, voilà. Ça fonctionne toujours? C'est parfait. Par contre, il y a peut-être ça qui va vous gêner. Hop, voilà. Tac. Donc merci Ariane et merci au RAR pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour moi en plus c'est une lourde responsabilité de parler en premier pour un sujet aussi vaste et aussi intéressant. Donc merci beaucoup. Et ça sera vraiment gagnant-gagnant. Voilà, j'espère vous apprendre 2-3 choses, mais j'espère aussi bénéficier de vos remontées d'informations et de vos questions éventuelles, parce que ce que je vais vous présenter, c'est un travail qui est encore un peu en cours et voilà, qui demande aussi à être largement perfectible, qui sera notamment publié dans le cadre de ma thèse que je finalise, je vais sûrement rentrer en dernière année en ce qui me concerne l'année prochaine. Thèse que je mène en fait dans le cadre de mon activité à l'Institut Paris Région. Et voilà, l'Institut Paris Région, c'est l'agence d'urbanisme et d'environnement, en gros, qui travaille beaucoup donc à l'échelle de la région Île-de-France et qui héberge, on va dire ça comme ça, ou qui accueille, je ne sais pas si c'est le bon terme, Elder, tu me corrigeras, j'ai vu que tu étais dans les participants, l'ORDIF, donc l'Observatoire qui fait partie du RAR. L'ORDIF, en fait, est un département dédié de l'Institut Paris Région. Voilà. Et moi, je travaille au département environnement de l'Institut Paris Région et on travaille sur toutes les composantes donc de l'environnement, à la fois de la biodiversité, de l'économie circulaire, des risques, etc., etc., etc. Toujours en lien avec des questions d'aménagement principalement. Voilà, donc du coup, ça a l'air de... J'essaie de passer la slide. Ça n'a pas l'air de marcher. C'est toujours ma première slide, ouais. Est-ce que si je fais ça, ça fonctionne? Oui, ça a l'air. Du coup, bon, je passe très rapidement là-dessus. La problématique des ressources est... Bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincu que c'est un sujet environnemental majeur, ou c'est plutôt une famille d'enjeux environnementaux absolument majeurs. Et moi, je fais partie de celles et ceux, mais je pense qu'il y en aura plusieurs dans ce cas de figure-là, qui considèrent que c'est un peu à l'origine
en fait, de la grande majorité des problèmes écologiques que le XXIe siècle a à régler. Cette croissance exponentielle des ressources qu'on a connue alors début 20e et surtout après dans les années 60-70 en ce qui concerne plutôt la France, et qui au niveau mondial est un peu sur le graphique que vous voyez à l'écran, qui est un peu exponentiel. On extrait aujourd'hui à l'échelle mondiale à peu près 100 milliards de tonnes de ressources chaque année pour subvenir aux besoins des sociétés humaines, et on en extrayait que quelques milliards de tonnes au début du XXe siècle. Donc évidemment, on parle d'eau, même si l'eau n'est pas comptabilisée dans ces 100 milliards de tonnes que je viens de vous dire, parce que tellement c'est massif, c'est la première ressource qui est consommée au niveau mondial. Mais on parle aussi de matériaux de construction, d'énergie fossile, de métaux et de biomasse pour nous alimenter ou pour nous chauffer. Voilà, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'on recycle très très peu. Voilà, on est à peu près entre 7, 8, 9% de recyclage au niveau mondial, sachant que cette extraction continue d'augmenter, Donc on a beau augmenter un petit peu le recyclage, on continue d'extraire toujours plus, ce qui fait que on n'est pas vraiment dans une logique circulaire. Mais là, je sais que je prêche des convaincus. Du coup, les questions de métabolisme territorial, admettons que ce soit un peu similaire au métabolisme urbain, vous avez peut-être déjà entendu parler, d'ailleurs, on ne va pas trop rentrer dans ce genre de débat. C'est un peu une manière, en fait, de s'intéresser à cette question des ressources à l'échelle territoriale, qu'il s'agisse de régions, de PCI, de syndicats, etc., etc. Et en fait, c'est une manière de s'intéresser à ces questions-là, un peu de deux manières, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser de manière un peu qualitative, en disant, voilà, le métabolisme, c'est une métaphore de travail, c'est une manière de travailler sur mon ou mes territoires qui me concernent ou qui m'intéressent. Et c'est une manière, du coup, de penser ce qui rentre, ce qui sort, à l'image un peu d'un métabolisme humain, comme nous, ou d'un métabolisme aussi vivant, comme les plantes, par exemple, qui ont besoin de flux entrants et de flux sortants. C'est exactement pareil sur les territoires. On a besoin de ressources pour faire fonctionner les territoires. Donc c'est un peu une première approche. Mais c'est aussi, et comme l'a dit un peu Ariane, il y a aussi une dimension très importante quand on parle de métabolisme, c'est la dimension quantitative. Donc c'est derrière tout ça, pour le comprendre, il faut souvent le chiffrer. Donc on parlera de masse, de tonnes, éventuellement de quantité de gaz à effet de serre. On peut parler de joules aussi parfois, quand on s'intéresse à ces questions de métabolisme. Il y a vraiment l'idée de quantifier de la matière, de quantifier des déchets, avec des bases de données, de la cartographie, etc., etc. Mais les deux dimensions sont vraiment très importantes parce que j'insisterai sur le fait que la donnée, ça ne fait pas non plus complètement toujours tout, en fait. Et juste pour préciser aussi que le métabolisme territorial, mais on va le voir dans les slides qui viennent, c'est avant tout quelque chose, un objet de travail, on va dire, qui vient du monde scientifique, et qui commence peu à peu à se mettre en politique publique ou à intéresser des acteurs plutôt politiques et des acteurs comme nous aujourd'hui en tant qu'observateurs des territoires qui travaillent dans des administrations, des collectivités ou divers organismes comme des bureaux d'études aussi par exemple. Mais c'est avant tout quelque chose qui vient du monde de la recherche scientifique et dont l'empreinte de la recherche scientifique sur ce sujet-là, elle est encore très très forte aujourd'hui. Et donc c'est un sujet qui est encore en construction quelque part et qui est encore assez nouveau. Donc, s'intéresser au métabolisme des territoires, ça implique d'avoir recours en fait à différentes méthodes, différentes approches en fait, que je vous ai très rapidement synthétisées ici. La méthode dominante, ou plutôt les approches dominantes, sont les approches qu'on qualifie un peu de descendantes. Et au sein de cette première famille d'approches, les approches descendantes, on retrouve ce que vous connaissez déjà peut-être, qui est donc le bilan de flux de matière ou le métabolisme selon la méthodologie qu'on appelle aussi d'Eurostat, dans laquelle il s'agit, comme vous le voyez sur le graphique, de comptabiliser des flux qui rentrent, des flux qui sortent d'un système économique donné, en regardant les importations, en regardant ce que le territoire extrait, et en regardant ensuite après ce qu'il rejette à la fois dans la nature, ce qu'il rejette sous forme d'exportation aussi, ou ce qu'il rejette sous forme de déchets. Donc tout ça, c'est un peu une vaste famille. Je pourrais revenir sur des questions plus techniques si vous le souhaitez dans la partie questions, mais pour l'instant, je vais m'en cantonner là. Mais Eurostat n'est pas non plus la seule méthode dans les approches descendantes. Mais l'idée, c'est vraiment de partir du coup plutôt de bases de données généralement macro, nationales, régionales, qu'on va essayer du coup d'affiner en fonction de l'échelle de référence sur lesquelles on va faire l'étude en question. La deuxième famille par opposition quelque part, même si on tend un peu à les mélanger de plus en plus, mais la deuxième grande famille, ce sont les approches plutôt ascendantes, où là on va partir plutôt du terrain,
ou de l'observation directe en fait, avec des bases de données qui vont vraiment être un peu plus fines et qu'on va essayer aussi de faire monter en généralité pour donner une photographie sur un territoire. Donc par exemple, là c'est un graphique réalisé par l'agence Cité Source, qui est un acteur essentiel de ces exercices-là, et qui s'intéresse à la quantification du stock de matériaux contenus dans les espaces urbains de la métropole du Grand Paris. Les bâtiments qui, vous et moi, nous entourent là pour écouter ce webinaire, notre ordinateur, notre téléphone portable, tout ça c'est assimilé à des stocks, et donc il s'agit de les quantifier pour connaître à la fois leur nature, leur répartition dans l'espace et leur potentiel éventuellement de circularisation ou d'allongement de la durée de vie, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt des approches terrain, quoi. Voilà, par exemple, pour le stock, on peut visiter des bâtiments, faire des typologies de bâtiments en fonction de leur âge, de leur procédé constructif, etc., etc. Troisième grande famille, les approches plus qualitatives. Voilà, c'est une famille assez large, mais c'est pour justement s'extirper de cette problématique quelquefois de la donnée, même si en faisant du qualitatif, on ne s'extirpe pas jamais vraiment de ces questions de données. Mais à l'Institut Paris Région, on avait fait notamment une approche comme ça avec les parcs naturels régionaux en 2021-2022, où en fait on avait fait appel aux techniciens et techniciennes des parcs naturels régionaux. On les avait fait travailler sur des cartes avec des gommettes, des post-it, pour qu'on essaie de décortiquer avec eux. En l'occurrence, là c'était un exemple sur le bois, pour qu'on essaye avec eux de décortiquer les circuits d'approvisionnement, les lieux de consommation, les lieux de transformation aussi de la ressource en bois sur leur territoire, par exemple. Et donc on a ce type de résultat qui peut aussi chercher à comprendre comment le métabolisme se réalise quelque part, ou comment il fonctionne sur un territoire donné, sans forcément chiffrer ça à la tonne ou au kilo près. Et enfin, une quatrième famille d'approches que j'ai vu un peu émerger ces dernières années, et sûrement vous aussi, c'est des approches plutôt économiques, où on n'aura pas tant une vision par des questions de tonnage ou de quantité de matière ou de déchets, mais plutôt une vision chiffrée, avec une entrée en euros par exemple, une entrée beaucoup plus basée sur des secteurs d'activité économique qui vont être plus ou moins résilients au choc vis-à-vis de l'extérieur, par exemple. Donc là, l'exemple que je vous ai mis, c'est une étude réalisée par Utopie, un cabinet qui développe ce type de méthode et qui a reproduit l'exercice un peu dans différents territoires en France. Voilà. Donc c'est une approche qui, à mon sens, est à la fois quantitative aussi, mais qui donne une autre vision en fait plus classique, comme celle d'Eurostat par exemple, basée sur des ordres de grandeur et des masses par exemple. Je vois que je suis déjà à quasiment 8 minutes, donc je vais un peu accélérer pour laisser quand même de la place à Laure. Voilà, donc dans le cadre de mes travaux de thèse, j'avais produit du coup ce petit recensement là que vous pourrez trouver sur Internet. Et d'ailleurs, je remercie les participants là qui ont contribué à m'aider à structurer ce recensement, parce que moi tout seul dans mon coin, je pouvais clairement pas le faire. Mais du coup, bon, et puis j'ai pas la prétention non plus de dire qu'il est complètement exhaustif. Il a fallu faire des choix, notamment sur la nature des études qu'on pouvait mettre dans ce scope des études de métabolisme territorial. Voilà. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez aussi. Mais très clairement, à défaut d'être exhaustif, ce recensement montre qu'il y a une vraie dynamique en la matière. Donc là, c'était plutôt une carte qui montre les territoires qui étaient dotés d'études de métabolisme urbain en 2010. Donc il n'y en avait que 3, Île-de-France, Paris et Lille. Et ça, c'était plutôt à fin 2020, où on voit en fait qu'il y a la quasi-totalité des régions qui sont, même s'il y avait encore quelques trous dans la raquette, qui étaient couvertes par une telle étude. Et surtout, il y a une montée en puissance aussi des EPCI, c'est les points bleus sur la carte plutôt, en tant que territoire de référence pour ce type d'études. Voilà. J'insiste sur le fait que la carte s'arrête à fin 2020, j'ai pas eu le temps de la mettre à jour dans le cadre de ce webinaire. Et au-delà des informations que vous pourrez me partager dans la partie questions-réponses, voilà, il s'agira évidemment de la mettre à jour dans le cadre de ma thèse. Néanmoins, j'ai quand même pu un peu avoir une photographie sur les années récentes post-2020, post-Covid, et très clairement, la dynamique ne faiblit pas. Voilà. Donc on voit là, c'est un graphique qui vous montre en fait le nombre d'études par territoire, enfin, en fonction de l'échelle en fait de référence des différentes études. Donc on voit que 2016-2020, ça a été un peu l'âge d'or des études de métabolisme en France, notamment portées par les dynamiques autour des PRPGD régionaux, mais pas que, portées aussi, je pense, par les objectifs réglementaires en matière d'économie circulaire qui ont commencé un peu à se formaliser, et aussi par les missions qui ont été confiées un peu au pouvoir public d'observer leur flux de matière et leur flux de déchets. Et clairement, les études de métabolisme aident à ça.
Mais on voit aussi l'émergence, par exemple, des EPCI ou des autres regroupements de communes, là c'est la barre bleue sur le graphique à droite, qui montrent par exemple que des études sont souvent faites à l'échelle de parcs naturels régionaux, je l'ai évoqué, mais aussi de territoires types comme des vallées par exemple, ou des territoires qui ne sont pas forcément assimilés à des échelons institutionnels. L'autre graphique aussi que je voulais vous partager, c'était ce graphique sur la diversification en cours en fait, des méthodes. En fait, historiquement, vous le voyez par les barres plutôt bleues sur le graphique, en fait, historiquement, la méthodologie descendante calquée sur Eurostat, le bilan de matière que je vous ai montré en premier tout à l'heure, était vraiment dominant. Voilà, il y a eu l'accroissement des études en fait était porté par, on va dire, la démocratisation de cette méthode qui était standardisée, qu'elle mérite d'être relativement claire et facile d'accès, on va dire, même si c'est toujours compliqué de mener ce genre d'exercice, mais disons que par rapport à d'autres méthodes, c'était clairement la plus simple et la plus accessible. Mais on voit que sur 2021-2025, la domination d'Eurostat, on va dire, est un peu plus remise en question, notamment par le fait que des approches qualitatives, spatiales ou sous un angle économique, ou alors dédiées à des flux en particulier du métabolisme, comme les matériaux de construction par exemple, commencent un peu à émerger et commencent vraiment à connaître eux aussi une vraie dynamique, quoi. Et clairement, le couple EPCI et région concentre à peu près 60%. En fait, 60% des études de métabolisme en France sont faites par les EPCI ou par les régions, pardon. Et selon le recensement que j'ai fait, on est à peu près à 70 études aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, alors qu'on était à 3 du coup au début des années 2000 jusqu'en 2010. Donc on a vraiment un accroissement exponentiel, à l'image de notre consommation de ressources d'ailleurs. Plus on consomme de ressources, plus on fait d'études de métabolisme. C'est un peu paradoxal d'ailleurs. Bref, avant-dernière slide, je suis à 12 minutes. Je vais peut-être passer un peu plus rapidement du coup. J'avais fait deux graphes, pareil, que je vous partage. On pourrait revenir sur la partie questions si vous le souhaitez, mais d'une part, les commanditaires des études, donc qui a la volonté de faire ces études-là et qui les pilote, quoi. Et le camembert en bas, c'est les prestataires de ces études, qui les réalisent, quoi, en fait. On voit qu'il y a une mosaïque de commanditaires, ce qui pose d'ailleurs la question, je pense, de toujours rapprocher ça en fait aux compétences opérationnelles ou aux compétences administratives, on va dire, des organismes qui vont piloter ces études-là en fonction aussi de leurs objectifs politiques, quoi, et des capacités qu'ils auront derrière à agir sur leur métabolisme, finalement. Il ne s'agit pas juste de faire une étude pour comprendre son territoire, il s'agit peut-être de comprendre son territoire et ensuite d'agir derrière. Mais pour ça, les EPCI ou les départements ou les régions n'ont pas les mêmes prérogatives, par exemple. Et on voit encore le poids de la recherche académique, la partie marron sur le premier camembert, et en bas, c'est la partie la plus claire sur le camembert des prestataires. On voit que le poids des universités et du monde de la recherche, il est encore très très important pour produire de tels exercices. C'est pour ça que je parlais d'un objet un peu des politiques publiques qui se construit, quoi, quelque part, qui est en cours. Et donc, dernière slide pour vous poser 3-4 grandes questions, et ensuite je passerai la parole à Laure. Ce qui me frappe, en fait, c'est que toutes ces études-là, bon, déjà, on soulève souvent un sujet de pédagogie et de communication autour de ces différentes études qui sont souvent complexes, qui ne sont pas forcément parlantes pour tout le monde. Donc, elles ne comportent pas forcément toute une synthèse ou un résumé en fait qui serait facilement accessible. Et loin s'en faut, en fait, il y a quasiment 2/3 des études qui n'ont pas une telle synthèse grand public ou voilà. Donc ça, c'est quand même un enjeu, je pense, majeur aussi pour faire connaître ces études et les rendre un peu appropriables. Et surtout, dans les livrables des études, toutes n'ont pas en fait une partie dédiée aux préconisations ou aux actions qui seraient possibles de mettre en place suite aux éléments de diagnostic qu'elles ont chiffrés ou qu'elles ont mis en évidence, quoi. Et loin s'en faut là aussi. Il y a très peu d'études qui comportent cette partie préconisation et action. Et ça, je pense que ça explique aussi parfois un peu les réticences qu'on peut avoir à se lancer dans des études comme ça qui peuvent être un peu chronophages, qui peuvent être compliquées dans un contexte de raréfaction des deniers publics, quoi, quelque part. Donc voilà, tout ça est à relier aussi aux volontés de la collectivité qui lance ces différentes études, bien évidemment. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un enjeu, je pense, d'identifier, de hiérarchiser les actions qui pourraient être possibles quand on qualifie le métabolisme urbain. Voilà. Et la dernière graphique, c'était un peu sur l'usage de ces études une fois qu'elles ont été produites. Voilà, avec mes entretiens et les différents échanges que j'ai eus avec beaucoup de personnes, et notamment, comme je le disais, des personnes qui sont présentes à ce webinaire que je remercie encore une fois, on voit qu'il y a encore beaucoup d'études qui restent lettres mortes,
Voilà, il ne s'agit pas de vous démotiver à lancer des études de métabolisme urbain ou territorial, mais il s'agit surtout de dire que c'est avant tout des questions, je pense, de portage humain, au-delà d'être des questions de complexité technique, des questions de portage humain et des questions finalement de qui pilote et pourquoi faire, qu'il faut d'abord se demander avant de lancer une étude de métabolisme territorial, parce que sinon il y a de grandes chances que la collectivité ou que les acteurs qui le réalisent ne sachent pas vraiment comment s'en emparer et comment ensuite convertir ça en stratégie d'économie circulaire ou pour nourrir des démarches de planification diverses et variées comme un PRPGD par exemple. Je conclurai là-dessus. Je suis désolé, j'ai fait 15 minutes, Laure, je t'avais promis 2 minutes de rab. Voilà, je m'excuse. Et évidemment, je suis à votre dispo pour questions, remarques et critiques aussi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et très bon webinaire à toutes et tous. Eh ben, merci beaucoup, Martial. Donc, bonjour à tous. Je me permets de prendre le relais du coup sans transition. Donc, Laure Carrère, moi je suis chargée de mission économie circulaire au Conseil régional Centre-Val de Loire. Je vais prendre la suite de l'exposé de Martial et je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Super. Donc, je vais juste prendre le relais pour vous donner l'exemple de ce qui s'est passé en région Centre-Val de Loire. Et puis, je vais quand même prendre quelques secondes pour vous présenter la région Centre et l'Observatoire pour vous dire comment on fonctionne et quelles sont les particularités territoriales de la région. Donc juste pour vous resituer où est située notre région et vous spécifier que on est la 6e région de France en termes de superficie. Donc depuis la fusion des régions, on fait partie des régions les plus petites. On est composé de 6 départements et d'un point de vue de population, on n'a que 2 métropoles de plus de 400 000 habitants, donc qui sont Tours et Orléans, et donc on a une population qui est relativement faible puisqu'on est la 12e région française en nombre d'habitants. Et on a beaucoup de territoires ruraux, voire très ruraux. On est traversé par la Loire, donc c'est l'axe ligérien, qui donne à la fois une identité au territoire, mais qui aussi impacte beaucoup l'économie de la région et tout ce qu'il y a autour de ce fleuve. Et puis, comme on est au centre, on a beaucoup de régions frontalières et donc beaucoup d'échanges avec nos voisins. Et on est aussi très absorbé, en tout cas le nord de la région est très polarisé sur la région francilienne, du fait de notre proximité avec l'Île-de-France. L'Observatoire régional déchets et économie circulaire, c'est un observatoire qui a été créé en 2020, donc qui reste assez récent, qui observe 4 thématiques déchets et l'économie circulaire, donc l'analyse de flux de matière en fait partie. Et puis, toutes les enquêtes sont menées par la voie d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et c'est dans ce cadre que l'analyse de flux de matière a été réalisée. Alors, je voulais vous présenter cette frise pour vous donner une vision un peu macro de ce qui a été fait. Donc, le Conseil régional a mené une analyse de flux de matière en 2017 et qu'on est en cours de réactualisation. Cette première AFM, elle est née en fait à la fois de la loi NOTRe qui a donné des compétences aux régions et donc qui a mené à l'élaboration de notre plan régional de prévention et de gestion des déchets. Et puis de cette prise de compétences avec le lancement des dispositifs d'aide. C'est une étude qui a été menée conjointement par l'ADREAL et le CEREMA et sur la méthode Eurostat dont parlait Martial tout à l'heure, donc en méthode descendante. Et puis en 2020, on a la création de l'Observatoire, une mise à jour de cette analyse de flux de matière en 2023 et je vous expliquerai un petit peu après les raisons. Et juste vous spécifier aussi, parce que ça fera partie aussi de mon propos par la suite, c'est que on est en cours, nous, de travaux pour élaborer la feuille de route régionale économie circulaire. On souhaite aussi aller mener des projets européens. Et donc, du coup, l'actualisation de l'étude, en fait, permettra de nourrir tout cela. Mais du coup, dans un premier temps, je voulais vous dire pourquoi
Initialement, la région Centre avait voulu faire une analyse de flux de matière. Et donc, on se situe bien dans la prise de la compétence et dans l'élaboration du SRADET, avec un besoin de mieux comprendre son territoire et de mieux connaître les ressources qui sont prélevées sur le territoire, comment elles voyagent, ce qu'on importe, et de mieux en fait connaître nos dépendances et nos domaines de prédilection, de voir quelles questions ça nous pose, quelles problématiques ça nous pose, ou au contraire quelles sont les opportunités qui sont corrélées au fonctionnement des ressources sur notre territoire. Donc l'idée c'est de produire un certain nombre d'indicateurs qui nous permet de mieux connaître la consommation de ces ressources territoriales, mais c'est avant tout une prise de conscience des flux, aussi en termes de quantité, et ça doit pouvoir aider à la décision politique. Ça doit nous permettre d'identifier des filières sur lesquelles on a envie de travailler, peut-être voilà, des filières dont on n'avait pas connaissance au préalable. Et puis, dans un objectif quand même final de diminuer, de rationaliser nos prélèvements sur les ressources dans les territoires. Et donc, au final, cette analyse de flux de matière, elle nous a permis d'un côté d'établir un cadre de référence. Et puis, malgré tout, comme on était vraiment aux prémices de nos travaux et que la région n'avait pas trop travaillé sur l'économie circulaire et la prévention des déchets avant la loi NOTRe, c'était aussi de créer un réseau d'acteurs sur ce sujet, sur ces questions d'économie circulaire et de ressources. Donc, c'est les principaux enseignements de notre première analyse de flux de matière. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que on est un territoire qui est très productif, et notamment en termes de matériaux de construction et de ressources agricoles. Et donc, on joue un rôle d'approvisionnement pour les autres régions. On a donc une autosuffisance pour certains de ces matériaux que j'ai cités, mais on a aussi des dépendances pour des ressources de type combustible, minerais, et notamment les produits finis, parce que nous, on transforme très peu de produits. Au final, on a très peu de valeur ajoutée de l'extraction de nos ressources. On a un déficit de la transformation de ces ressources qui sont extraites localement, des déchets qui voyagent, un territoire de transit, du fait aussi de notre situation centrale. On est traversé vraiment par toute la logistique routière notamment. Et puis, on a aussi des ressources qui sont sous-alimentées. Et donc, au final, l'analyse de flux de matière, en fait, on se retrouve avec beaucoup de... avec une mine d'informations. C'est vraiment, au final, la production de données qui sont très, très, très importantes. Et cette mine d'informations, il faut à la fois savoir comment on peut les exploiter, et il faut savoir pouvoir les exploiter aussi. Il faut avoir les moyens de se mettre dans le sujet et de dire comment j'exploite ça et qu'est-ce que j'en fais. Donc, on a d'un côté une carte d'identité du territoire avec des enseignements socles, et puis de l'autre côté, notamment au moment où on a mené cette étude, on avait une actualité réglementaire qui était chargée, avec une découverte de compétences, des moyens restreints, et au final, on est très vite plongé dans une action qui se situe plutôt dans l'immédiateté que dans la réflexion stratégique. Et du coup, à l'époque, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une difficulté à aller vers la réflexion stratégique et à exploiter correctement les résultats. Et au final, l'analyse qui a été faite en 2017, elle nous a permis d'avoir ce socle, mais comme le disait tout à l'heure Martial, on a eu du mal à en tirer tous les bénéfices et à ce que cette étude, elle puisse nourrir nos différentes politiques. Et donc, en 2023, on a quand même décidé de la relancer parce qu'on avait un contexte favorable. Alors déjà, d'une part, c'est l'Observatoire maintenant qui héberge cette étude, et donc la création de l'Observatoire a été assez fondamentale pour pouvoir la relancer. On a aussi une maturité de la région sur ces sujets-là, qui a avancé et qui connaît mieux, qui a pris sa compétence et qui est en mesure de pouvoir mieux regarder ces résultats avec un peu plus de prise de hauteur. On a aussi la feuille de route régionale économie circulaire qui est en incubation, pour laquelle on fera une concertation à la rentrée, et donc qui doit être nourrie, qui pourra être nourrie par les résultats de l'analyse de flux de matière, puisqu'on aura les résultats au mois de septembre, au même moment où on lancera la concertation, donc ça pourra nourrir nos débats et nos livrables finaux. Et puis, un questionnement sur nos ressources de plusieurs secteurs stratégiques, et notamment l'agriculture, et sur la transformation de ces secteurs.
Et donc, les objectifs de cette nouvelle enquête, eh ben, on a aussi un enjeu de comparaison sur un même territoire. Et donc, on a choisi la même, je ne l'ai pas précisé, mais on a choisi la même méthodologie pour pouvoir comparer ce qui est comparable, avec l'envie d'identifier les principaux facteurs d'évolution du territoire entre 2014 et 2021. En 2023, on est sur les données 2021. Donc nourrir la feuille de route économie circulaire et puis s'inscrire dans une vision européenne des projets régionaux. Donc on est dans un objectif beaucoup plus opérationnel au final, même si la méthodologie reste la même que la fois précédente, avec une conviction de pouvoir justement dépasser un peu ce plafond très stratégique et que ça serve à l'action concrète et à la décision politique. Voilà, j'ai essayé d'aller vite du coup pour rattraper le retard, mais voilà, en tout cas, j'ai mis mes coordonnées, je suis à votre disposition si besoin. Merci. Merci à tous les deux pour cette riche présentation. Je vous propose de tout de suite nous diriger en Hauts-de-France pour un témoignage d'une étude à l'échelle plus locale, donc l'étude E2PM. Et on reviendra ensuite aux questions qui sont posées dans le chat pour ces deux séquences. Marie et Marielle, je vous laisse la main. Ouais. Je vais me permettre de partager mon écran. En entendant. Est-ce que c'est bon? Oui, mettez pas la première diapo. C'est normal. On y arrive. C'est bon? Ouais, super. Top. Peut-être avant de commencer, je vais me présenter. Je suis donc Marie Tison, je suis coordinatrice du pôle économie circulaire donc à l'ADEME, direction régionale Hauts-de-France. Et Marielle, je te laisse te présenter peut-être. Et moi, je suis Marielle Vivet, je suis la directrice du syndicat mixte du SCOT Grand Ouaisis. Alors, on fait une intervention avec Marielle à deux voix pour vous présenter en fait un dispositif en fait qui s'appelle E2PM par son petit acronyme qui s'appelle Études de programmation et de planification matière, qui est en fait un peu on avait déjà initié en Hauts-de-France il y a un peu plus environ 10 ans, en fait, ce qu'on avait appelé une étude de planification énergétique. Et il y a 2 ans, 3 ans maintenant, 3 ans de ça, on s'est dit, mais ce serait peut-être intéressant de faire la même chose sur les questions de ressources et de matières. Et donc, pourquoi? Parce que effectivement, Martial l'a expliqué dans ses propos effectivement introductifs. Aujourd'hui, la rareté des ressources qui est provoquée à la fois par plusieurs facteurs, et je vais en citer au moins 2, qui est par la demande, l'accroissement en fait démographique ou la hausse du niveau de consommation. Et en France, même partout dans le monde, la population accroît énormément, donc veut dire effectivement qu'on a besoin de plus de consommer et donc que ça soit pour s'habiller, pour s'alimenter, pour se loger. Donc derrière, il faut construire des logements, il faut produire de la biomasse pour manger, pour pas dire. Et donc derrière, on s'aperçoit aussi que le deuxième facteur qui provoque la rareté des ressources, c'est par l'approvisionnement, la rareté par l'approvisionnement. Et donc, la dégradation de l'environnement, de notre écosystème naturel entraîne la raréfaction d'une, voire de plusieurs ressources en la rendant, ou en les rendant moins accessibles. Et donc, de fait, à l'ADEME Hauts-de-France, on s'est dit, en plus, l'économie circulaire n'est pas encore totalement ancrée dans les process industriels. On est parfois encore trop dans une production, une consommation un peu linéaire. Je produis, je consomme, je jette. Et nous sommes quand même beaucoup de partenaires à pousser les feux sur l'économie circulaire. Et puis, il y a eu effectivement des contextes un peu génériques, des éléments de contexte entre la crise climatique qui a été engagée depuis longtemps, mais crise sanitaire, crise géopolitique avec la guerre en Ukraine qui a démontré effectivement notre vulnérabilité face à des ressources qu'on n'a pas, pour lesquelles nous sommes fortement dépendants. Donc, tous ces éléments ont conduit effectivement à l'ADEME Hauts-de-France de réfléchir sur cette étude de planification ressources matières.
Tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, une EDPM, clairement, pour nous, comme on l'a conçu à l'ADEME, c'est doit être un outil d'aide à la décision et en même temps un outil de passage à l'action. Donc ça, Marielle, effectivement, pourra l'illustrer par ce qui a été fait sur le SCOT du Grand Douaisis. Et donc, ça doit aussi permettre permettre au territoire de définir sa feuille de route, en fait, de transition écologique sur le sujet, effectivement, de la question des flux et des ressources. Et donc, l'objectif, c'est bien ce qui est écrit sur la diapo, c'est de passer d'un modèle où le territoire est massivement dépendant d'importation de ressources naturelles, qu'elles soient renouvelables ou non d'ailleurs, de biens manufacturés et de marchés de vente lointains, à un modèle en fait limitant la dépendance ou du moins tendant vers une recherche d'un usage optimal de ses propres potentiels sur des secteurs identifiés. Parce que l'objectif dans l'étude qu'on propose, c'est que le territoire puisse après se concentrer sur certains secteurs d'activité, parce que comme il a été dit auparavant par les intervenants juste avant, ça fait beaucoup de données, donc à un moment donné, l'objectif c'est de se concentrer sur des secteurs stratégiques qui qualifient le territoire. Alors, les notions clés quand on réalise une EDPM, c'est la question de la résilience, de l'autonomie, de la proximité, de l'utilité, c'est tout ça. Je vous ai mis en exemple quelques questions à laquelle l'EDPM peut répondre, et je vais en citer une, c'est notamment quelles sont les ressources aujourd'hui importées sur le territoire qu'il est possible de substituer aisément par une production locale ou un recyclage local en mettant une politique adaptée. Voilà, c'est ce type de question qu'une EDPM à laquelle peut répondre. La méthodologie, assez rapidement, elle est très classique d'une étude. Une phase 1, c'est l'état des lieux, selon les méthodes qu'a présenté Martial. Et effectivement, en général, c'est l'étude descendante, enfin, c'est l'approche descendante, pardon, qui est utilisée. Et l'objectif, c'est bien de faire le bilan du territoire au niveau de ses matières importées, produites, consommées, exportées, de cartographier ses flux et les acteurs, et de recenser en fait les potentiels endogènes ou des synergies mises en place sur le territoire. Ensuite, il y a la phase 2 qui est l'élaboration de scénarios. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir avoir des scénarios un peu, comment dire, tendanciels, enfin voilà, de pouvoir avoir dans le temps des objectifs qui sont plus ou moins poussés en fonction des décisions qui seront prises par le territoire. Et une phase 3 qui est plutôt stratégie et plan d'action. Une fois que les élus ont pris la décision d'un des scénarios, de pouvoir effectivement l'affiner derrière en intégrant une approche plutôt prospective, notamment basée sur les scénarios de l'ADEME, de pouvoir effectivement élaborer des fiches actions qui soient le plus précis possible avec les moyens mis en œuvre, la question du suivi, la question de l'évaluation. Et puis d'autres paramètres effectivement derrière. Nous, on tient beaucoup que soit mis en place au cours de toute cette étude la question de la gouvernance. Une gouvernance technique, une gouvernance politique, parce que derrière, si on veut effectivement que ça soit une étude, non pas pour une étude, mais une étude pour derrière être dans l'action, il est nécessaire que derrière la gouvernance soit bien solide. Tout ça pour dire, la suivante, s'il te plaît, Marielle, c'est que la donnée, en fait, elle est nécessaire et indispensable. Parce que il n'est pas nécessaire qu'elle soit, précise à la virgule près, mais cependant, elle doit être adapté au territoire, c'est-à-dire caractériser le territoire. Donc, on souhaite effectivement que dans ces études territoriales, ça ne soit pas que des données nationales ou régionales. Si on peut avoir des données à plus petite échelle, donc qui caractérisent bien le territoire, c'est ce qui est le plus important. Donc, l'ODEMA pour nous, c'est même si l'Observatoire régional des déchets matières en Hauts-de-France, il est jeune, il a
un peu plus d'un an, oui, un peu plus d'un an, en fait, il doit être facilitateur pour les territoires, pour collecter, pour avoir cette donnée, parce que vous allez voir dans ce qu'on va présenter après, la collecte des données, elle n'est pas si simple, mais elle est faisable et derrière, elle permet de bien caractériser la feuille de route, le scénario et les actions à mener. Donc, pour nous, la donnée dans ce type d'études, elle est super importante parce qu'elle permet une bonne compréhension du territoire avec ses forces, faiblesses, opportunités et menaces, de cibler les enjeux et les priorités auxquels il faut répondre, va permettre aussi d'identifier les secteurs cibles, soit effectivement, ça permet de conforter des secteurs cibles qui étaient déjà identifiés sur le territoire, ou ça peut même parfois en révéler certains. Et puis derrière, ça permet d'évaluer aussi l'efficacité des politiques mises en place dans le cadre de la stratégie, ou encore, c'est aussi avoir des données sur son territoire, permet aussi d'une manière ou d'une autre, de faciliter la mobilisation des acteurs, ou du moins de les interpeller et donc de les faire contribuer et de les faire parler en fait, entre eux, autour de sujets, une fois qu'on a une donnée, ça permet aussi d'enclencher la collaboration et ça c'est assez intéressant à voir. Effectivement, en début de diapo, j'ai mis pas de diagnostic sans un état des lieux initial qui ne peut pas se faire sans données, et pas d'évaluation des politiques mises en place sans faire appel à de la donnée. D'où l'importance qu'on place vraiment dans cet exercice un peu quand même la donnée au cœur de l'étude. Marielle, je te laisse la parole. Alors, pour ce qui concerne le SCOT du Grand Douaisis, Marie ne l'a pas dit, mais il y a quelques années, l'ADEME avait lancé un appel à manifestation d'intérêt et il n'a pas une idée de nous retenir, et c'est aussi ce qui nous a permis de concrétiser cette étude-là à cette période-là. Donc le SCOT du Grand Douaisis, très rapidement, c'est un territoire de 55 communes, 220 000 habitants sur Douaisis-Aglo et la communauté de communes Cœur de Strevon, donc au cœur du bassin minier. C'est une structure qui avait avant tout pour mission d'élaborer un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, qui s'est intéressé très vite aux enjeux énergétiques et environnementaux, qui a porté un premier plan climat en 2009, qui s'est emparé de nombreux sujets en portant des études prospectives et qui cherche, après chaque étude, à intégrer les choses soit de façon réglementaire dans le SCOT, soit à développer une animation en direction des cibles concernées pour faire boucher les choses sur le territoire et faciliter le passage à l'acte. Alors, nous, on avait un petit précédent quand même dans notre plan climat, notamment avec tout un axe qui visait à accompagner l'économie locale vers des choses un peu plus durables. Et puis, on avait aussi porté une étude sur l'adaptation au changement climatique du territoire, qui nous montrait déjà qu'on avait quelques secteurs qui seraient certainement très vulnérables et qui étaient très dépendants des importations, notamment. Je ne reparle pas du contexte épidémique, etc. Après, c'est vrai que le territoire voulait également développer un accompagnement en direction des entreprises et donc mieux connaître les flux et l'économie locale était quand même un avantage particulier. Alors, sur la phase de diagnostic, donc nous, on a croisé deux méthodes en fait. Donc, le bilan ou comptabilité de tous les flux selon la méthode Eurostat dont parlait tout à l'heure notre collègue de Paris. Et puis également une modélisation des trois flux matières à enjeu. Alors chez nous, c'était les matériaux de construction et de déchets de chantier, la biomasse alimentaire et puis tout ce qui tournait autour des véhicules et des équipements électroniques et électriques. Donc voilà, et donc ça, c'est une méthodologie qui avait été développée par Cité Source, puisqu'on a confié le marché à un groupement composé de Vertigo Lab à Bordeaux et de Cité Source, donc Vincent Iguizot, dont parlait tout à l'heure le collègue parisien. Donc, ils nous ont sorti un diagramme de Sankey. Là, les chiffres que vous voyez ici sont des chiffres qui sont des tonnes par habitant. On y reviendra ensuite. Pour ce qui concerne le focus territorial, toujours, on a aussi c'est une analyse de spécialisation sectorielle pour savoir quels étaient vraiment les secteurs industriels fortement exposés. Donc, vous les trouvez dans le camembert qui est présenté ici. Donc, on a notamment la métallurgie, la fabrication d'équipements électriques, informatique, électronique, optique, l'industrie chimique, le BTP évidemment.
et puis le secteur agricole. Et donc, cette analyse a été basée sur les coefficients de localisation notamment et leurs variations, et également une analyse des risques d'approvisionnement. Et en parallèle de ça, on a mené 9 entretiens semi-directifs avec les acteurs clés du territoire pour conforter l'identification des types de matières mobilisées, le lien entre les activités et le territoire, la gestion des déchets, etc. Ce qui nous a conduit aux enseignements suivants. Nos secteurs d'activité phares sont très dépendants de l'importation internationale, mais ça, on peut s'en douter un peu. Un bilan qui nous dit qu'on a à peu près une consommation de matière par habitant à 11,7 tonnes, ce qui n'est pas loin de ce qui se passe en France. Les valeurs nationales sont à peu près équivalentes. Qu'on a 3 principales matières qui sont consommées, les matériaux de construction, les aliments et les combustibles. On a une forte activité agricole, mais ça, on le savait aussi parce qu'on a la chance d'avoir une terre agricole très riche, et donc on savait que c'était important, qui était par contre dépendante du phosphore. On a aussi des déchets qui proviennent pour 3/4 des activités économiques, principalement le BTP, que 2/3 font l'objet d'une valorisation soit énergétique, soit organique. Et puis qu'environ 80% de la demande locale du SCOT ne trouve pas de réponse au sein du territoire. À noter aussi qu'on pouvait envisager une certaine autonomie en matière alimentaire, notamment sur les légumes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais le potentiel pourrait nous permettre de le faire. Alors, après ce diagnostic, comme l'indiquait Marie tout à l'heure sur la méthodologie, on s'est attelé à définir 3 scénarios prospectifs d'utilisation de ces ressources. Donc, ils ont été construits au cours d'ateliers mobilisant les acteurs du territoire, donc les acteurs économiques du territoire et puis certains acteurs institutionnels. On les a questionnés en fait sur la gestion des ressources sur le territoire pour 4 secteurs d'activité principaux. Bon, évidemment, la gestion et la valorisation des déchets, le BTP, l'industrie et la métallurgie, et puis le volet agriculture, sylviculture et agroalimentaire. Donc, le tendanciel, c'est on reste sur le même type de consommation et la même dépendance aux importations. Le scénario ambitieux, lui, vise à une évolution des consommations, une production locale plus importante et puis un territoire plus sobre et résilient. Au-delà de la caractérisation de ces flux, on a aussi voulu travailler sur l'évaluation des retombées socio-économiques sur le territoire et environnementales à horizon 2026. Donc, il y a à la fois une évaluation des impacts directs, indirects et induits qui a été réalisée. Et puis, également, on a cherché à voir quel impact ça pouvait avoir, notamment en termes d'emploi. Donc, on a les résultats. Je reviendrai pas dessus ici parce que sinon, on débordera vraiment au niveau du timing. Mais sachez qu'il existe des modèles et que les prestataires et bureaux d'études peuvent vous faire tout ça très bien. Lors du comité de suivi, puisqu'une gouvernance a été mise en place, réunissant à la fois donc notre président, les vice-présidents en charge des sujets qui étaient connexes, et puis les acteurs du territoire phares. Donc le scénario ambitieux a été retenu pour construire le plan d'action. Donc, le plan d'action a été aussi construit donc en déclinaison du scénario choisi, évidemment. Il a été travaillé en atelier de travail avec les acteurs économiques du territoire, à nouveau. L'objectif, c'était à la fois de définir des objectifs stratégiques et puis de le décliner en action derrière. Ça s'est fait autour de 3 grands objectifs qui étaient à la fois donc adapter un mode de vie plus sobre, local et partagé. Un deuxième objectif qui consistait à relocaliser, réorienter la production à destination de la conso locale. Et puis un dernier axe qui visait à réutiliser, réparer et valoriser les matières pour limiter la dépendance aux importations. On a ensuite sélectionné une dizaine d'actions que vous voyez ici présentées dans le tableau selon les 3 axes. Qu'on a ensuite qualifié via une fiche action. Voilà. Et je vais passer à la fiche action tout de suite. Donc, vous avez mis un exemple donc avec un descriptif et puis bien sûr un indicateur temporel de réalisation.
des éléments aussi de suivi et d'évaluation. Vous les voyez sur les indicateurs de suivi et d'évaluation. Tout cela a été fait en concertation puisqu'on a sollicité les acteurs à nouveau pour qu'ils puissent nous apporter leurs compléments, amendements et qu'on arrive sur quelque chose qui était concerté, partagé, puisqu'évidemment le SCOT dans ses missions n'a pas vocation à apporter toutes les actions du plan d'action, mais bien à poursuivre l'animation du territoire sur ce sujet-là. Voilà, je reviendrai quelques minutes juste sur l'accès aux données. On a quand même eu quelques difficultés qui nous ont un peu ralenti sur l'accès aux données. Il faut savoir qu'il faut aller chercher des données qui relèvent d'enquêtes du ministère de l'écologie sur le transport, notamment routier, que ça prend un peu de temps, qu'il y a des accords de confidentialité à signer, qu'il faut aussi aller chercher de la donnée des douanes et que là aussi, ça prend un peu de temps, c'est un peu compliqué et puis c'est souvent traité au cours de sessions un peu spécifiques, calées dans l'année, 3 ou 4. Donc c'est vrai qu'on prend assez facilement quelques mois de retard sans vraiment le vouloir. Donc c'est vrai qu'il faut anticiper ça et si les observatoires régionaux peuvent y contribuer, c'est d'autant mieux. Pour nous, ça a été un outil qui nous a permis de vraiment mieux qualifier l'approche économique du territoire, faire plus de liens sur ce qui pouvait être construit ensuite en termes d'animation et qui apportait vraiment une connaissance et puis aussi une mise en réseau parce que ça nous a permis de réunir des gens qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Donc, c'était une très belle étude qui va se poursuivre via de l'animation dès lors qu'on aura trouvé un chargé de mission dédié. C'est finalement un peu le plus compliqué aujourd'hui. Et je vais laisser la main à Marie sur les recommandations. Oui, alors merci Marielle. Donc Marielle l'a dit, j'ai complètement oublié, effectivement, quand on a lancé cette EDPM en Hauts-de-France, on l'a lancé à Naïmi, on a eu 3 territoires en fait lauréats, dont le SCOT. Et effectivement, on a aujourd'hui un petit retour d'expérience et puis on sait que déjà, on a 5-6 territoires qui veulent également s'engager, 5-6 nouveaux qui veulent s'engager. Donc on a un groupe de travail en région qui, voilà, avec ceux qui ont déjà réalisé une EDPM, ceux qui souhaitent réaliser une EDPM, donc pour partager sur les compétences des prestataires, sur les cahiers des charges, sur les difficultés, les réussites. Et évidemment, au début, nous, on avait considéré qu'une étude, une EDPM, ça pouvait se réaliser en 10-12 mois. Et très vite, effectivement, on a dit, non, en fait, il vaut mieux 18 mois parce que c'est beaucoup plus confortable pour aller collecter la donnée, aller la chercher, parce que Marielle vous l'a bien dit qu'il y avait des fois pour certaines données des temps d'attente ou des délais un peu longs pour les récupérer. Nous, ce qu'on voit l'intérêt, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'ODEMA va pouvoir faciliter l'accès de certaines données plus facilement et inversement, les territoires vont pouvoir aussi alimenter l'observatoire. Donc ça, c'est très intéressant parce que quand ça fait partie du contrat quand l'ADEME soutient des territoires dans le cadre de ses études, d'entrée de jeu, l'ODEMA se doit de faciliter l'accès à certaines données. Et en même temps, le territoire doit effectivement contribuer à l'observatoire d'une manière ou d'une autre. Et dans tous les cas, l'ODEMA est convié au suivi de ces études. Donc, c'est vraiment dans un esprit vraiment partenarial. La collecte des données, une fois qu'elle est faite, se fait aussi dans les recommandations qu'on fait, c'est dans des ateliers de travail aussi pour bien mobiliser les acteurs du territoire ou des filières qui sont identifiées. Parce que les entreprises qui participent, par exemple, à ces groupes de travail ont de la donnée aussi et peuvent aussi la partager. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter au nombre d'ateliers, à toute l'animation qui est mise en place tout au long de cette étude, ou voire même le nombre d'interviews. Il ne faut vraiment pas hésiter à ne pas se limiter à cette partie-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de la cohérence, du portage qui est nécessaire, technique et politique.
Et puis aussi la question du pilotage interservice. Une E2PM ne relève pas forcément de la direction environnementale d'une collectivité ou que uniquement du DevEco. C'est vraiment, il y a nécessité de croiser les compétences de la collectivité pour mener à bien cette étude et surtout pour que les résultats et les décisions qui sont prises après par le comité de pilotage puissent diffuser au sein des services pour derrière la mise en œuvre. Pareil, la mise en œuvre des actions. Marielle vous a dit que pour le SCOT, ils en ont retenu 10 prioritaires. Ça ne veut pas dire que c'est le SCOT qui va tous les mettre en place. C'est bien après une répartition, un échange avec l'ensemble des acteurs pour dire qui fait quoi pour la mise en œuvre de ces actions. En revanche, le SCOT se positionne en tant que un peu liant fédérateur pour le suivi et l'évaluation des actions qui sont mises en place. Je pense que j'ai tout dit. La dernière diapo, c'est les coordonnées donc, de Marielle. Et puis, ce n'est pas mes coordonnées à moi parce qu'en fait, le chef de projet sur les E2PM, c'est Moïse Lefranc. Et donc, vous avez son mail. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Je vais arrêter le partage. Voilà. Oui. Merci à toutes les deux pour ce riche témoignage de l'étude d'EPM. Je laisse la parole à Mathilde pour un temps de questions-réponses. Oui, bonjour à tous. On va commencer peut-être par les questions-réponses qui concernent l'étude d'EPM là, dont vous venez de nous parler. Il y a une première question qui est Antonia Garcia-Lansonneur pour savoir où est-ce qu'on pourrait trouver l'étude d'EPM du Grand Douaisis. Alors, il me semble qu'elle doit être sur notre site internet, mais je n'en suis pas tout à fait certaine. Qu'elle m'envoie un petit mail et je lui enverrai. Elle n'est pas aussi sur votre site, Ariane? Si, on a fait un article effectivement dessus. On peut retrouver sur le site internet du CERD. Je vais regarder ça. Ok, partage. Et du coup, une seconde question à propos de l'étude d'EPM qui nous vient donc d'Adrien Jacob chez Negawatt. À quel point l'étude d'EPM a-t-il pris en compte les changements technologiques et socio-économiques prévus dans les scénarios de transition énergétique et documents de planification, comme le SRADET et le SNBC? Alors, sur le SRADET, on avait un SRADET qui n'était pas spécifiquement contraignant là-dessus. Donc, alors évidemment, on a fourni le SRADET aux prestataires, mais j'ai pas de mémoire noté qu'il y avait des choses très contraignantes qui posaient problème. Donc ça n'a pas été un souci. Et sur la SNBC, si ça a été intégré parce qu'on leur avait demandé de travailler sur toutes les évolutions réglementaires et les perspectives à long terme. Alors après, je pense que ça a été principalement intégré dans l'outil qui a permis d'apprécier l'impact économique et environnemental du scénario choisi. Et c'était un outil qui était développé par Vertigolab qui s'appelle Impact Terre. Et je pense que dans le cadre de cet outil, alors dont j'ai jamais eu exactement le fonctionnement pur et dur parce que c'était un outil développé par le BE qu'il a bien voulu garder pour lui. Donc là, on a quand même une version un peu boîte noire, mais je pense que dans cet outil-là, ces évolutions ont été intégrées. Parfait, merci. Est-ce que Laure, tu peux prendre quelques questions à propos de votre étude analyse flux matière? Notamment, il y a quelqu'un qui nous demande, donc Virginie Wall, à quoi ressemble concrètement une analyse flux matière? Je sais qu'à un moment dans ta présentation, tu nous as dit donc, que là, vous alliez relancer une enquête pour l'analyse flux matière. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, mais en fait, c'est en fonction de la méthodologie Eurostat. En fait, on étudie sept grandes familles. Donc, on a l'extraction intérieure utilisée, tout ce qui est extraction intérieure inutilisée. Donc, on a aussi tout ce qui est en fait ressources liées à cacher en fait tout ce qui va être issu des déblaiements ou tout ce qui est ressources qui va être extraite mais non utilisée.
les importations, les exportations, les émissions dans la nature et les éléments d'équilibrage. Et on va se retrouver en fait avec des schémas, des diagrammes de Sankey, des schémas comme Martial a montré tout à l'heure, où on va voir directement les entrées, les sorties sur le territoire, et puis une analyse plus fine pour chacune des ressources. Je ne sais pas du coup si ça répond, c'est difficile de répondre sans image, mais voilà. Ok, je vois un petit pouce qui se lève. Exactement. Et on a une seconde question donc de Clémentine Ramon. Est-ce que tu peux nous redire peut-être quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en place après 2017? Oui, alors comme l'étude est arrivée assez vite au final après la prise de compétences, je pense que l'AFM, en fait, elle nous a surtout conforté dans le fait de créer l'Observatoire régional déchets économie circulaire, dans ce besoin en fait de données pour mieux connaître notre territoire et mieux analyser les choses. On a aussi cranté l'Observatoire avec cet aspect économie circulaire, avec la volonté de faire des études sur l'économie circulaire. Et il y en a une sur tout ce qui était offre des acteurs économiques au tout début de la création de l'Observatoire également. Et puis au final, cette première étude, elle nous a surtout permis de prendre conscience de certaines choses à tous les niveaux, et notamment comme l'Observatoire il était hébergé par le département environnement déchets, on n'est pas toujours forcément au courant de ce qui se passe sur les minerais, sur l'agriculture, sur les gaz à effet de serre. Et donc, ça a été une prise de conscience pour un bon nombre d'agents et une prise de connaissance de tout ce qui pouvait se passer sur le territoire. Et donc, du coup, ces informations-là, elles ont été transmises. Mais c'est vrai qu'en termes d'actions concrètes après, derrière, sur la politique publique, dans les schémas de planification, c'est beaucoup moins évident. Enfin, on va dire les résultats de l'AFM sont assez pauvres au final, en tout cas de cette édition-là. Et c'est pour ça qu'on réitère là cette fois-ci dans le cadre de la mise en place de la stratégie économie circulaire, parce qu'on sait qu'on sera plus en mesure de pouvoir concrètement en tirer tous les bénéfices. Ok, parfait. Et on a encore quelques questions pour Martial. Notamment, donc, je pense qu'il y a eu une réponse dans le chat. On nous demandait combien d'études vous avez utilisées, combien d'études vous avez recensées en France. Et puis savoir aussi peut-être, est-ce que c'est quelque chose que vous avez analysé? Est-ce qu'il y avait des volets prospectifs parfois dans ces études? Oui, merci pour la question, elle est très importante. Oui, donc je passais assez rapidement, mais en gros, on a à peu près 70 études. En fait, je dis à peu près parce qu'il y a des études en fait, qui vont porter sur différents territoires. Donc en fait, ça dépend si on compte le nombre des territoires couverts par une étude de métabolisme ou si on compte les nombres d'études de métabolisme qui peuvent potentiellement porter sur différents territoires. Voilà, c'est pour ça que je dis à peu près 70. Voilà. Donc il y a eu un accroissement assez important comme on l'a vu. Et du coup, pour répondre à la... Et puis je dis à peu près 70 aussi parce que encore une fois, c'est une question de périmètre tout ça. Moi, j'ai recensé les études qui se revendiquent explicitement de l'approche par le métabolisme territorial. Les gens qui suivent ce webinaire ont sûrement produit des travaux spécifiques, par exemple sur des questions énergétiques ou de biomasse, qui peuvent s'apparenter à ce type d'études sans pour autant revendiquer l'ancrage dans une logique de métabolisme. Vous voyez, donc du coup, c'est pour ça que mon recensement, il est aussi à prendre un peu avec parcimonie, quoi, et qui peut avoir un certain nombre de limites. Et du coup, sur le volet prospective, c'est pas, c'est pas une... En fait, ça va dépendre des cahiers des charges, encore une fois, et des volontés des acteurs qui vont commanditer ces différentes études. C'est pas un point de passage obligé. J'ai pas fait spécifiquement, en fait, effectivement, un recensement de ces parties ou de ces volets prospectifs sur les études. Je pense que ça serait intéressant de le faire et je pense que je vais le faire. Donc, merci pour la suggestion. Mais du coup, on a bien vu que sur les E2PM, il y a quand même un peu cette vision un peu qui est un peu intégrée. Et j'ai en tête aussi l'étude sur la métropole du Grand Paris que je vais vous partager dans le chat, qui me paraît assez complète, non seulement parce que elle répondra aussi à la question de savoir à quoi ça ressemble une analyse de flux, parce qu'il y a eu cette analyse de flux Eurostat, mais il y a eu aussi beaucoup de travaux complémentaires à Eurostat, l'approche descendante, avec notamment des travaux sur les acteurs de l'économie circulaire, des travaux sur les questions de foncier aussi, pour mobiliser concrètement les espaces pour déployer l'économie circulaire dans un contexte assez dense en termes
et problématiques en termes de questions foncières. Et il y a eu aussi des travaux sur le stock, etc., etc. Donc du coup, je pense que voilà, je vais partager cette étude dans le chat et ça donnera un peu une vision. Ah oui, et puis du coup, il y a eu un volet prospectif, pardon, notamment au regard des objectifs du coup de construction de logements sur la métropole du Grand Paris, donc avec une projection des flux, en particulier sur les questions des matériaux de construction, pour donner à voir justement l'évolution de ce métabolisme dans le temps. Voilà, mais je vais partager ça dans le chat. Merci en tout cas. Parfait. Ben, merci à tous les trois pour ces réponses. On va clôturer cette première session de questions-réponses et passer à la suite. Ariane. Oui. Merci à tous pour ces questions. Si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, on vous répondra directement à la fin du webinaire, enfin, dans les jours à venir. Donc, je vous propose de continuer et de passer à la seconde séquence donc, de ce webinaire sur l'observation territoriale des déchets. Donc, une source pour la création de dynamiques locales. Donc, c'est vrai que si dans cette première partie, on a eu une observation un peu plus, disons, globale, ici, nous allons mettre en évidence plutôt des démarches qui sont nées notamment grâce à l'observation de gisements spécifiques et locaux. Et donc, on va montrer que grâce à ces observations, on a pu créer des dynamiques locales ou régionales. J'en dis pas plus. Je propose de vous laisser la parole, Héloïse et Pauline, pour une présentation de la démarche Concerto autour de la matière organique. Bonjour. Du coup, je suis Héloïse Even, à la région des Pays de la Loire. Et Pauline, si tu veux te présenter. Bonjour, Pauline Guiton, donc de l'Observatoire régional en Pays de la Loire, Théo. Et moi, je travaille sur la question de l'économie circulaire, plus spécifiquement des matières organiques. Donc, à la fois, je m'occupe du volet biodéchets, du plan régional de prévention et gestion des déchets, et de ce qu'on appelle la filière organique biologique du plan d'action en faveur de l'économie circulaire. Et à ce titre-là, pour information, on a voté un cadre d'action de la bioéconomie circulaire et j'ai d'ailleurs un thésard qui travaille sur le métabolisme des flux de biomasse agricole, qui n'a pas dû être recensé dans les 70 études, mais qui pourra sans doute intéresser, entre thésards, je pense que vous pourrez partager. Nous, avec Pauline, on voulait plutôt vous parler aujourd'hui de travaux de concertation territoriale qu'on a menés. C'est la démarche Concerto, qui est en fait un guide méthodologique de l'ADEME. Donc vous en avez sans doute entendu parler, qui a été testé sur différents territoires à différentes échelles et on a été approché pour le tester en tant que région. Donc on est la seule région à l'avoir expérimenté. Entre juin 2020, c'était la super bonne période pour faire de la concertation, et du coup novembre 2023, donc avec un peu de retard du fait du Covid et puis du fait d'absence personnelle aussi. Qu'est-ce qu'on cherchait, nous, à travers ça? C'était en fait effectivement d'animer notre volet biodéchets du plan régional de prévention et des déchets et justement de mieux l'assimiler à une démarche d'économie circulaire. L'idée en Pays de la Loire étant vraiment en fait de faire un bloc de tout ça et de plus en prendre l'économie circulaire en chapeau et le volet déchets comme ressources à la fin. Donc l'idée, c'était bien de boucler ces cycles de matière organique et d'essayer de sortir du pur giron des biodéchets pour aller vers effectivement tous les usages et toutes les matières organiques et tous les acteurs qui pouvaient en avoir besoin, donc l'identification des besoins, les conflits d'usage, etc., avec une ambition finale qui est la question d'un retour au sol de ces matières organiques dans une logique de proximité en fonction des besoins. Voilà, donc avec un diagnostic. Donc c'est un peu ce que j'ai dit, hein, ça nous facilite l'atteinte des objectifs et de l'économie circulaire et du tri à la source. Et c'est vraiment un outil d'animation pour nous, c'est-à-dire partager une vision de territoire et des enjeux, nous appuyer sur des expériences de ces territoires-là. Vous verrez qu'à un moment donné, l'échelle de la région pour la concertation, c'était pas forcément évident, donc on est allé chercher des territoires un peu témoins qui nous ont permis de nous relocaliser à des échelles plus pertinentes de dialogue territorial. Et à contrario de redézoomer derrière pour en fait donner une espèce de feuille de route et de vision commune d'un plan d'action de qu'est-ce que serait un bon projet de gestion de la matière organique sur le territoire. Donc c'est à ce stade en fait qu'on est parti, nous, du diagnostic du plan déchets.
Donc, c'est là où, en fait, le lien avec la donnée et les indicateurs intervient. Il y avait à la fois de partir de ce qu'on avait de l'existant, donc dans le diagnostic de Concerto, qui est l'étape préalable, on a eu ça. Et puis, à la fois de se dire comment on peut élargir un peu ce champ et nourrir cette réflexion, notamment d'un observatoire ressources, qui est une des actions du plan d'action en faveur de l'économie circulaire. Ce schéma est imbuvable, mais c'est juste pour vous expliquer, et après je vais le détailler, en fait qu'on a eu une approche qu'on appelle centré usager, design thinking en double diamant, peut-être que voilà, c'est des choses qui vous parlent, c'est-à-dire qu'on a eu une phase d'exploration puis de resserrage des problématiques, et ensuite d'exploration puis de resserrage des actions. Et c'est ce que je vais essayer de vous détailler maintenant. Donc tout d'abord, cette première phase d'exploration et de définition des problématiques et de priorisation des problématiques, elle est partie de ce diagnostic de territoire. Elle nous a permis de lancer cette dynamique de groupe, de partager cette vision du territoire. C'était aussi pour nous une bonne occasion, en fait, de donner à voir, c'était quoi les travaux du plan déchets pour les régions. Vous devez savoir que ça a demandé quand même beaucoup de temps, d'énergie, de gestion de données. Donc là, c'était une façon aussi de pouvoir partager ça. Et du coup, de se dire sur quoi on a envie de travailler, où est-ce qu'il y a des cailloux, qu'est-ce qu'il est intéressant de décortiquer. Et du coup, de mettre autour de la table des personnes d'horizons différents, des territoires, des associations, des opérateurs déchets, des consulaires, des pôles de compétitivité, parfois même des laboratoires, et d'essayer de se donner un langage commun et de faire que les objectifs de chacun, à terme, puissent converger, alors qu'au départ, on est tous un peu dans nos trucs et qu'on a chacun nos ambitions dans notre cadre institutionnel. Et du coup, de partager des expériences, des connaissances et des projets. Donc, on est parti de ce diagnostic de territoire. La limite que je mettrais à ce stade-là, si jamais vous démarrez dans cette épreuve, c'est que nous, on n'a pas refait de mise à jour, en fait. On aurait dû peut-être affiner un petit peu. Voilà, on n'est pas allé rechercher un peu plus de données à ce moment-là de l'exercice d'affinage, notamment sur les matières organiques. On les avait sur les biodéchets, on les avait moins sur les biodéchets des industries agroalimentaires ou des professionnels, sur les bouts de steppe, sur ce genre de choses. Et ça a un petit peu manqué au final de la démarche. Cette territorialisation aussi de la donnée à l'échelle de l'EPCI, c'est un débat qu'on a pas mal eu avec Théo et qui maintenant arrive avec le travail que font les agents de Théo, donc qui nous aident aujourd'hui, mais qu'à l'époque, on n'avait pas. Donc du coup, voilà, on a démarré en juin 2020 avec une agora, on a fait 3 ateliers de problématisation à l'automne 2020, puis 3 ateliers de priorisation de ces problématiques à l'hiver 2021. Et on a repartagé tout ça en élargissant la démarche avec une agora intermédiaire au printemps 2021. Donc on était sorti en fait avec 2 grandes problématiques qui étaient la priorité d'usage et l'évolution, comment on fait évoluer la gestion existante de la matière organique, donc sur quelque chose peut-être d'un peu centralisé et massifié vers quelque chose de plus territorialisé. Je vous en ai enlevé une qui était un peu plus complexe. Et on arrivait à, pour ceux qui connaissent la démarche centrée usager, au fameux CPN, au comment pourrions-nous, à 4 définitions et 4 problématiques un peu types qui ont été après toute la deuxième phase. Donc comment on peut accompagner le changement de pratique vers une gestion de proximité plutôt sur les végétaux. Comment on pourrait valoriser ces matières organiques pour des sols vivants, donc une entrée vraiment sol et objectif de venir nourrir les sols en proximité. Comment on pourrait convaincre les acteurs de la collecte et du traitement d'aller plus vers ce passage à l'action du tri à la source. On n'était pas encore en 2024, et même en 2024, tout le monde n'y est pas. Donc l'idée, c'était comment on massifie et on déploie ce tri à la source. Et puis enfin, on a eu une problématique qui a émergé un petit peu, on va dire, in extremis, sur la question de la complémentarité avec les bouts d'assainissement, qui en post-Covid, pour les collectivités qui sont présentes, a pu poser pas mal de soucis. Donc c'était nos 4 problématiques qui ont été du coup notre thème de travail et qu'on a territorialisé. On a pris 4 territoires en fait de la région Pays de la Loire, donc à des échelles département ou Comcom, mais en tout cas compétences collecte et ou traitement, pour répondre à chacune de ces problématiques parce qu'elles avaient un petit peu un cas concret pour le faire. Donc ça a été super intéressant parce qu'on a réimpliqué des nouvelles parties prenantes, on est allé rechercher leurs données à elles, leurs indicateurs à elles, et on a refait ce deuxième double diamant sur la phase conception puis action, donc une phase d'idéation pour répondre à ces 4 problématiques. Donc là, on est allé approfondir ces sujets. Et puis, c'est un peu ce que je vous ai raconté. Hein, voilà. On a redéroulé la démarche Concerto. L'idée étant d'aboutir à une phase action qui, pour le coup, soit par contre appropriable par n'importe quel territoire. Donc, nos 4 territoires ont répondu chacun à leurs problématiques, mais il fallait qu'on en sorte une sorte de cahier des charges qui puisse
que n'importe quel territoire ou acteur des Pays de la Loire, voire même d'ailleurs, puisse s'approprier. Donc, du coup, ça, c'était intéressant. Et c'est là où aussi, par contre, de temps en temps, on s'est confronté à cette question de la problématique de la territorialisation ou de la localisation de la donnée et surtout de la transversalité des politiques publiques. Moi, mes références étaient économie circulaire déchets. Il a fallu qu'ils aillent chercher la direction agri, la direction assainissement, la direction économique, etc. Et rien que ça, pour moi, c'était déjà une petite victoire. Et voilà, ils ont dû partager aussi ces infos-là. Et c'est là qu'on voit la nécessité d'élargir un peu nos chakras et nos champs et de ne pas rester concentrés dans nos silos de moi, je fais des déchets, donc je m'occupe que des déchets. Ah bah non, peut-être que les bouts de steppe, les effluents d'élevage, ça peut peut-être être quand même intéressant de regarder, quoi. Donc voilà, cette phase-là, elle s'est déroulée, voilà, on a pris un petit peu plus de temps, le temps d'organiser sur les territoires et on l'a clôturée en novembre 2022. Et on en a sorti, en fait, une sorte de cahier des charges. En fait, ce qui est sorti de l'atelier plan d'action de cette démarche, on l'a transformé en cahier des charges et on a lancé un appel à projet sur la base de ce cahier des charges qui, en fait, a été écrit par la communauté d'acteurs Concerto. Qui étaient, en fait, les critères de choix d'un projet collectif multi-acteurs sur le territoire pour gérer de façon concertée la matière organique. Donc, ça a donné ça. Je ne vais pas vous le détailler. Il y a un document synthétique en ligne, téléchargeable. Vous tapez Concerto sur le site Pays de la Loire, vous tombez dessus. Et du coup, on a lancé cet appel à projet et on a soutenu 6 projets sur le territoire. Ce que j'ai pas dit, et évidemment, il faut que je le dise, c'est que tout ça s'est fait notamment sur cette fin en lien avec l'ADEME, notamment cet appel à projet, c'est un cofinancement ADEME Région. Du coup, on travaille vraiment, bien sûr, la démarche est ADEME nationale et après, on a travaillé avec l'ADEME régionale. Donc voilà, donc pour conclure, en fait, c'était quand même plus de 150 participants de tout horizon. Très sincèrement, on a tout eu, je pense. 4 problématiques qui ont été traitées sur des thèmes, 8 thèmes prioritaires qui avaient été définis. 4 territoires qu'on a impliqués un peu plus fortement pour répondre à ces problématiques. 30 mois, un peu fatigant, mais finalement énormément de satisfaction. Et du coup, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là parce qu'il y a énormément de gains à travailler ça, le partage, l'interconnaissance, la compréhension mutuelle, le fait qu'on arrive à créer des synergies, que juste, en fait, on crée des lieux d'espace, de dialogue et d'écoute, et rien que ça, en fait, on en a juste tellement besoin. Aujourd'hui, au début, j'étais pas forcément un peu rembarrée par certains acteurs. Je me disais, finalement, est-ce que ça sert à quelque chose? Et en fait, aujourd'hui, je suis convaincue que oui, ça sert à quelque chose, quoi qu'en disent certains. Et on monte en compétences et on apprend. Et du coup, voilà, on crée une communauté autour de ça avec beaucoup de matières disponibles. Voilà. Donc, on a décidé de continuer à créer ces ateliers d'idéation, un peu de partage, de réflexion, de phosphore sur certaines choses. On en a eu une en mars dernier. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit, il faut mieux qu'on travaille avec notre observatoire. Et du coup, Pauline, c'est là que je te laisse la main pour rapidement expliquer ce fameux atelier du 26 mars que vous avez animé avec Kamel, quel était son objectif et puis ses résultats. Merci. Alors oui, nous, pour pouvoir construire notre atelier idéation, on est parti d'un constat assez simple. C'est certaines données, elles sont déjà disponibles, mais est-ce qu'elles sont connues? Est-ce qu'elles sont vraiment utilisées? Et si elles sont insuffisantes, quelles seraient les données nécessaires pour les acteurs afin d'aller plus loin pour développer la valorisation organique? Alors, pour y répondre, on a organisé notre atelier en 2 temps. Tout d'abord, on a présenté les données régionales qui étaient déjà existantes afin de pouvoir donner les chiffres clés. Donc, par exemple, sur les gisements potentiels, il y a un travail qui a été réalisé sur les caractérisations régionales des OMR, ce qui a permis de montrer la quantité de biodéchets qui est encore présent dans ce flux. On a aussi une étude qui a été réalisée récemment pour estimer les quantités de ressources méthanisables par territoire en Pays de la Loire, qu'on a pu montrer ces résultats, et également l'état d'avancement du territoire, donc c'est-à-dire une cartographie des installations qui sont déjà en fonctionnement pour pouvoir valoriser les biodéchets, ou encore un état d'avancement du déploiement du tri à la source des biodéchets par collectivité. Et ensuite, c'est suivi un temps d'échange. Donc, au niveau des participants à l'atelier, on avait à la fois des collectivités, des syndicats de traitement, des opérateurs de collecte ou de traitement, l'ADEME, des associations. Donc, c'était assez varié. Et donc, on leur a tous demandé la même question. Quelles données est-ce que vous avez besoin pour aller plus loin? Et préciser le nom de l'indicateur ou la donnée nécessaire, mais également à quel niveau de détail est-ce que vous le souhaitez?
parce qu'en fait, une donnée, elle peut exister à une certaine échelle, par exemple régionale, sauf que pour qu'elle soit vraiment utile, il faut la détailler à l'échelle locale. Ou alors, par exemple, on a besoin de connaître plus de détails par typologie de déchets. Et on leur demandait également de préciser pour quel usage, qu'est-ce que vous allez en faire de cette donnée, quel est le but derrière d'avoir cette information. Donc, suite à ces échanges-là, on a pu répertorier 17 propositions différentes des participants. Et pour chaque proposition, on a expliqué si la donnée était déjà disponible, si elle était en cours parce qu'un travail avait démarré et que la donnée allait être prochainement disponible, ou si effectivement elle n'existait pas et dans ce cas-là, elle nécessitait un travail spécifique pour pouvoir aller chercher cette donnée-là. Donc ici, je vous ai mis un petit extrait du compte-rendu pour pouvoir montrer des exemples concrets de besoins qui sont remontés. Donc par exemple, le taux de couverture effectif du tri à la source des biodéchets, afin de connaître le niveau de déploiement du dispositif. Alors, pour ça, on a dit que la donnée était en cours parce qu'il y a notamment l'ADEME qui a lancé une enquête flash biodéchets cette année auprès des collectivités et qui va permettre de connaître le nombre d'habitants desservis pour le tri à la source des biodéchets. Ensuite, on avait une deuxième demande sur le fait de connaître les points de collecte de la REP PMCB, donc pour les déchets du bâtiment. Là, l'idée était de pouvoir identifier rapidement les différents sites à proximité. Donc là, pour le coup, c'est une donnée qui est déjà existante parce que l'OCAB, qui est l'organisme coordinateur, a réalisé une cartographie des points de collecte et cette cartographie est accessible en ligne. Ensuite, un autre cas d'usage, on nous a demandé la composition du flux de biodéchets lorsque ce flux-là, il est collecté séparément. Donc l'idée derrière, c'est pouvoir connaître s'il y a des erreurs de tri quand on fait une collecte séparée de biodéchets. Alors là, pour le coup, c'est une donnée qui n'existe pas pour le moment et ça nécessiterait de faire des caractérisations sur ce flux de biodéchets quand il est collecté séparément pour pouvoir aller plus loin. Et pour le moment, on n'a pas de connaissance de caractérisation en cours sur ce flux-là. Donc tout ce bilan-là, nous, ça nous a permis de facilement identifier quelles sont les données sur lesquelles il faut communiquer. Il y a un enjeu de les faire connaître pour pouvoir vraiment faciliter l'utilisation des données par les acteurs. Et également, tout simplement, d'alimenter notre feuille de route pour l'année prochaine pour savoir quel indicateur est-ce qu'il faut aller calculer pour aller plus loin et qui nécessiterait un besoin spécifique pour répondre aux besoins des acteurs de la valorisation organique. Voilà, du coup, on a terminé notre présentation pour vous montrer qu'effectivement, comment à partir d'un diagnostic finalement déchets, on est parti sur une concertation pour répondre aux objectifs d'une politique publique et comment finalement cette concertation nous a amené à nous dire que il fallait qu'on affine notre donnée et comment on utilise aussi la concertation pour alimenter notre observatoire, du moins on essaye. Donc voilà, j'ai pas remis la petite diapo coordonnée, mais on peut avec Pauline vous les mettre dans le chat si vous êtes intéressés. Et je vais aussi vous mettre le lien du document de synthèse de Concerto pour ceux qui voudraient avoir en gros ce que j'ai pu présenter qui est dedans. Merci pour votre écoute. Merci à toutes les deux pour ce riche retour d'expérience. Avant de passer aux questions, comme la première séquence, je vous propose d'enchaîner tout de suite sur la dernière présentation de ce webinaire. Et donc, direction la communauté de communes de Sarrebourg sur Moselle Sud, pour une présentation d'un EIT, écologie industrielle et territoriale, et notamment l'observation du flux du textile sur le territoire. Je te laisse la parole, Andy, et je te laisse partager mon écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran ? Oui. Oui. Bonjour à tous, Andy Kimeno, communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud. Je suis chargé de mission en économie circulaire et je suis convié aujourd'hui pour vous présenter une démarche d'écologie industrielle et territoriale que nous menons sur notre territoire. Alors, je vais d'abord commencer par faire une petite présentation globale du territoire et vous expliquer comment on en est arrivé à la démarche qui sera présentée.
La Comcom de Sarrebourg est investie dans le développement durable depuis de nombreuses années. Et depuis 2022, août 2022, et la signature d'un COT avec un contrat d'objectif territorial avec l'ADEME, de nombreux programmes ont été menés, comme le programme TEPCV. On est engagé dans un PCAET, et le contrat d'objectif territorial nous a permis de se doter d'un outil pour accélérer et mener à bien la transition du territoire sur deux volets, le volet climat, air, énergie et économie circulaire. Je vous présente ça avant de passer sur la démarche écologie industrielle et territoriale, parce que l'EIT est un des 7 piliers de l'économie circulaire, visant à optimiser les ressources sur un territoire, à réduire l'impact environnemental du territoire en valorisant les flux, que ce soit matière, énergie ou déchets, mais surtout à développer les synergies inter-entreprises et à assurer le développement économique du territoire. Ce qui va vous être présenté reprend un petit peu tous ces points, mais surtout le dernier, c'est la gestion des déchets de certains acteurs économiques. Ces déchets qui peuvent devenir des matières premières secondaires pour d'autres, pour des voisins, pour ces participants à une synergie d'écologie industrielle et territoriale. Pour faire une vue d'ensemble, le retour d'expérience que je vous présente aujourd'hui est une action visant à valoriser les chutes de production de cuir et de tissu issus de l'industrie de la couture. Pourquoi? Parce que la couture est un savoir-faire inhérent à notre territoire. Comme vous pouvez le voir sur la carte ici, de nombreuses entreprises et grandes entreprises, fleurons de la maroquinerie, de la manufacture de chaussures, du mobilier de bureau, sont installés sur le territoire de Sarrebourg, qui est un territoire rural, composé à 47% de forêts, à 47% de champs, et avec 47 000 habitants, nous avons hébergé de grandes entreprises comme Bata, qui au cours du siècle dernier a hébergé une ville-usine qui regroupait jusqu'à 14 000 personnes à Bataville. Mephisto, une manufacture de chaussures, Steelcase, qui est un fabricant de mobilier, SI3A, qui fait également de la réfection de salles de cinéma ou d'aéroports sur toute la sellerie. Et toutes ces entités, tous ces acteurs économiques ont ou avaient la particularité de travailler le cuir et le tissu. C'est pourquoi nous avons orienté la démarche sur ce gisement. Dans une démarche d'écologie industrielle et territoriale, il y a plusieurs phases à respecter, notamment celle qui consiste à rencontrer les acteurs économiques du territoire afin de faire des audits, des immersions dans leurs entreprises pour pouvoir identifier gisements, pour pouvoir identifier améliorations, que ce soit énergétique ou identification de gisements déchets. Toutes ces synergies, tous ces freins, toutes ces opportunités qui peuvent être découvertes sur un territoire doivent être structurées afin de définir des objectifs. Pour notre action de valorisation des chutes de cuir et de tissu, nous avons identifié comme constat territorial les difficultés de recrutement à un niveau très général, mais également à un niveau très technique au métier de la compétence couture, qui est inhérente à notre territoire, mais également que du fait de la RSE, la majorité des acteurs économiques tendent à muter vers leur modèle économique linéaire, vers un modèle économique plus circulaire. De ces constats doivent être définis des objectifs où le curseur a été déplacé sur un développement économique, mais également sur un développement écologique. C'est le recyclage et la valorisation de matières, la création d'emplois non délocalisables, et la partie, le cœur de l'écologie industrielle et territoriale, ça va être le déploiement de filières intégrées, notamment d'une filière de formation. Pour vous donner quelques indicateurs sur le territoire, donc nous sommes sur un bassin d'emploi dit de plein emploi, avec moins de 5%
de chômage, d'où les difficultés de recrutement général et aux métiers techniques sur notre territoire. Le gisement identifié sur le cuir et le tissu s'élève à hauteur de 4,5 tonnes mensuelles, réparties à peu près sur du 50% sur le tissu qui va émaner de chez Steelcase, spécialisé dans le mobilier de bureautique, 30% de partenaire Mephisto, donc qui est manufacturier de chaussures, et le reste sera de la fripe qui proviendra essentiellement de l'association Emmaüs. Je viens de vous citer ces partenaires, c'est parce que ce projet est un projet pluriacteur où viennent se rencontrer les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais également la collectivité qui qui porte ce projet, et les acteurs économiques dont sont issues les chutes de production. À savoir qu'une tonne de chute de production est valorisée, coûte à peu près 180 € pour être ou enfoui ou incinéré. Et c'est ce que nous voulons éviter aux acteurs économiques, d'avoir à payer pour se débarrasser de ces déchets. Et nous cherchons à détourner cette matière première de l'enfouissement ou de l'incinération. Pour ce faire, une fois que ce constat a été posé, que les synergies ont été établies, ce projet s'est voulu pluriacteur et s'est articulé autour d'un modèle économique et d'une stratégie qui a été définie avec l'ensemble des participants, dont l'ensemble des partenaires que j'ai évoqués juste avant. Nous avons dû nous regrouper en groupe de travail afin d'identifier les points clés de la démarche, à savoir qui collecte les chutes, la transformation des chutes, qu'est-ce qu'on en fait, et l'exutoire. Qu'est-ce que ces chutes vont devenir et comment on va pouvoir les valoriser. En d'autres termes, quel modèle économique nous allons adopter. Ces groupes de travail se sont répartis sur trois thèmes: groupe de travail production, groupe de travail formation et commercialisation, que je vais vous présenter maintenant. Groupe de travail numéro 1 a été de caractériser ce qu'il est possible de faire avec une chute de production. Donc les contraintes inhérentes à une chute de production, c'est qu'on va travailler des petites pièces. C'est très peu de matériel déprécié. Ça va être du squelette, ça va être de la chute de chute. Ce n'est pas des surfaces, des pots de 1 mètre carré, 2 mètres carrés. On est sur de la chute de production et cette matière a déjà été valorisée au maximum par les entreprises. Donc nous travaillons des petites pièces. Stock et matière sont limités parce que c'est de la chute de production, donc il est difficile de s'engager sur d'énormes volumes. Ce qui entre dans l'action résulte d'une production de l'entreprise partenaire. Et une autre des contraintes, c'est le niveau des futures couturières, c'est les cadences de production qui sont inférieures à celles d'une production industrielle. Une fois que ce constat a été posé, il a fallu identifier les exutoires. Que faire de ces chutes de production? Est-ce qu'il faut les transformer en de nouveaux produits, en de nouveaux articles? Est-ce qu'il faut éco-concevoir? Est-ce qu'il faut créer une nouvelle matière? Ou est-ce qu'il faut les valoriser d'une autre façon, comme la valorisation calorifique grâce au combustible solide de récupération? De ce constat, nous avons décidé de développer une activité économique et de créer de nouveaux produits et de nouvelles matières avec ces chutes de production. Vous pouvez voir sur ces photos ce qu'il a été caractérisé, prototypé, fait à partir de chutes de production. Nous voyons des trousses, des porte-clés, que des petits objets pour répondre à la contrainte petites pièces. Et en parallèle, nous travaillons également sur l'éco-conception, la création de nouvelles matières qui sont faites à partir de chutes de cuir et à partir de chutes de tissu.
Donc ça, c'est pour la partie groupe de travail production. Deuxième groupe de travail, toujours avec les parties prenantes impliquées dans l'opération, a été de répondre à la problématique du territoire qui est le problème de recrutement de Mephisto et Stilkez avec des salariés vieillissants en proche retraite et une difficulté à réalimenter les usines en couturières. Nous avons donc décidé avec un partenaire qui est une SIAE de monter un plan de formation, de définir un plan de formation de 14 jours pour des salariés en insertion. Ces salariés en insertion sont accompagnés pendant 24 mois au sein de la SIAE afin d'apprendre le métier de couturière, de monter en compétences pour à terme pouvoir être réemployés par les deux structures qui fournissent le gisement de cuir et du tissu. On externalise la formation des futures couturières du territoire et on crée donc des emplois non délocalisables. À l'heure actuelle, nous avons déjà créé 6 emplois. 5 salariés en insertion ont rejoint l'atelier couture et les deux premières couturières vont aller en immersion chez les industriels afin d'acquérir une cadence de production qui est autre que dans l'atelier artisanal de formation. Pour permettre à ces futures couturières de monter en compétence au métier de la couture, il a fallu, avec la SIAE, les doter d'un parc machine, qui est un parc machine industriel de seconde main mis à disposition par les partenaires, afin que les futures couturières puissent se former sur les machines sur lesquelles elles travailleront plus tard lorsqu'elles seront réinsérées sur la voie professionnelle dite traditionnelle. Et le troisième groupe de travail a été le groupe de travail commercialisation. Et nous avons dû définir quel modèle économique, quelle création d'activité nous allons faire, qui porte le projet, quels sont les canaux de distribution, de vente. Pour rester tout à fait local et en boucle courte, nous avons décidé de travailler et de créer cette activité commerciale à destination des collectivités et des administrations, des CSE du territoire et des particuliers du territoire. Vous pouvez voir quelques exemples de confections qui sont réalisées pour Moselle Attractivité, qui va notamment accueillir des délégations olympiques. Et chaque membre des délégations olympiques pourra recevoir un porte-clés, un porte-monnaie, un bijou de sac qui a été éco-conçu, qui est fabriqué à partir de chutes de cuir et qui est fait uniquement sur le territoire de Sarrebourg-Moselle-Sud. Nous nous sommes également entourés de partenaires pour répondre à cette demande de commercialisation. Il a fallu pouvoir personnaliser. L'hyperpersonnalisation est très importante pour l'activité commerciale afin de donner une identité aux produits achetés. Et cette personnalisation est réalisée par un collège territorial, le collège de Hartzwiller, et la mini-entreprise Creative Arts, qui est gérée par des collégiens, et grâce à leur Fab Lab, vient graver, grâce à une découpe laser, vient graver le cuir. Dans les partenariats, nous pouvons également noter, en restant tout à fait en boucle locale, un partenariat avec la SIC de Moselaine, qui est une SIC de territoire qui valorise la laine de mouton en créant des confections vestimentaires comme le bonnet que vous pouvez voir tout en bas à gauche. Le bonnet est fabriqué à partir de laine du mouton du territoire. La chute de cuir provient des partenaires à l'action. Le marquage, la personnalisation est faite par le collège du territoire et la couture est faite par la SIAE, partenaire à l'action. Donc nous restons dans l'hypercircularité et très ancrés localement sur le territoire de Sarrebourg. La dynamique pluriacteur qui a été mise en place part donc d'une synergie inter-entreprise
d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale et a grandi. Cette dynamique a pris de l'ampleur. Nous avons donc pu inclure dedans une dimension, mettre l'éducation nationale, une cible territoriale au sein de notre action portée par la communauté de communes de Sarrebourg. Nous sommes étendus jusque dans l'ouest vosgien, qui est un gros pourvoyeur et un gros utilisateur de cuir pour l'ameublement de luxe. Des partenariats sont créés également avec des recycleries, toujours dans cette économie circulaire afin de promouvoir l'allongement de la durée de vie des choses. La recyclerie, la Banidée de Nancy, vient redonner vie à du mobilier avec du cuir, avec des tissus, pour ennoblir le mobilier qu'ils peuvent avoir et le remettre à disposition des plus défavorisés. Donc nous sommes vraiment dans l'économie sociale, solidaire, circulaire et très locale. Et à l'heure où je vous parle, il va y avoir un changement de gouvernance. La communauté de communes n'a pas pour vocation de porter une telle action. Et une association de préfiguration a vu le jour la semaine dernière. Elle est nommée Sarrevie. Sarrevie va porter l'action de valorisation des chutes de cuir et de tissu pour la commercialisation, la promotion, pour la gestion future des nouvelles matières, mais également pour développer de nouvelles filières sur le territoire, des filières intégrées, à l'image de celles que nous avons développées sur la valorisation des chutes de cuir et de tissu. Les démarches vont être menées sur d'autres gisements qui sont identifiés dans les missions d'écologie circulaire. Notamment, on va travailler sur le gisement de plastique souple et le gisement des plastiques à usage unique pour les portages de repas et de traiteurs. Comment recycler, en quoi transformer ces plastiques. Et cela va de même pour le bois, pour l'énergie également. Nous travaillons sur l'identification de boucles d'autoconsommation collective en production d'autophotovoltaïque. Et voilà un petit peu les démarches d'écologie industrielle et territoriale qui sont menées sur le territoire de Sarrebourg. C'est l'action phare qui est menée. Et celle-ci est duplicable sur toutes les thématiques, toutes les filières que je viens de citer. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je me tiendrai à disposition de vous tous pour les questions s'il y en a dans la partie suivante. Merci beaucoup. Merci Andy pour ta présentation, ta riche présentation. Je vous propose de répondre à vos questions. Je te laisse la parole, Mathilde, pour savoir ce qu'il y a eu comme question dans le chat. Il y avait une question pour Pauline dans le chat à propos du partage des caractérisations. Pardon, on te demandait si vous partagiez les caractérisations des OMR. J'ai vu que tu avais déjà fait une réponse dans le chat, mais tu peux peut-être nous en dire quelques mots à l'oral également. Oui, tout à fait. Donc, j'ai mis le lien pour pouvoir partager nos travaux comme ils sont accessibles directement. Au niveau du travail des caractérisations, nous, on a collecté les caractérisations sur les flux OMR et les flux emballage qui avaient été réalisés par les collectivités donc en 2021 pour les Pays de la Loire. Et on en a fait une synthèse régionale. Et pour valoriser les résultats, on a fait une infographie, une synthèse et également un rapport complet pour pouvoir détailler notamment des analyses afin de comparer les résultats par typologie d'habitat ou encore par mode de financement. Merci Pauline. Peut-être une question pour Héloïse cette fois-ci, alors qui n'est pas dans le chat, mais que moi je me suis posée. Vous parliez d'une victoire quand vous avez réussi à mobiliser les autres services de la région. Je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre un petit peu tous. Ça s'est passé comment? Vous avez fait quoi? Pourquoi Alors est-ce que ça a malheureusement, marché? moi pas trop. Moi, j'ai pas trop réussi à mobiliser. Mais par contre, les territoires avec lesquels on a travaillé, eux, ont mobilisé en fait d'autres services. Non, mais quand je dis que je n'ai pas mobilisé, parce qu'aujourd'hui, mais pas que par rapport à ça, je travaille beaucoup mieux et plus facilement avec la direction agricole et la direction recherche, enseignement supérieur et Europe, notamment. C'est les trois avec lesquels j'arrive
pas mal à travailler, ça se passe assez bien. En fait, très sincèrement, c'est juste de la persévérance. Il y en a qui Ok. parleraient d'entêtement quand ils me connaissent, mais c'est essentiellement ça, et puis de l'adaptation de temps long et de trouver en fait le biais par lequel les personnes vont être intéressées par le sujet. Je prends l'exemple du département de la Mayenne qui a voulu travailler ses bouts de steppe. Elle était en problématique par rapport à ses végétaux, déchetteries, etc. Et donc, en fait, sur le territoire, il s'avérait qu'il fallait que la direction déchets et que la direction assainissement bossent ensemble parce que pour trouver une solution, il n'y avait pas le choix. Donc, c'est parfois des histoires, des contextes, voilà. Et du coup, en tant que région, nous, on peut être facilitateur de ça parce qu'une vision un petit peu plus avec du recul, parce que d'autres exemples pour dire ça a pu se faire comme ça, par-ci, par ailleurs. Et du coup, sur l'appel à projet matière organique qu'on a lancé, c'est assez rigolo parce que on avait demandé de la collaboration, c'était un critère indéniable, et on a eu pas mal de projets assez transversaux, soit direction assainissement, soit direction déchets, soit direction agri, soit direction déchets. Donc du coup, ça a plutôt fonctionné où ils ont compris que la direction déchets, il fallait qu'ils travaillent, et du coup économie circulaire en l'occurrence, avec les autres services pour avoir une approche globale et une approche territoriale. Mais oui, c'est très sincèrement enfin, c'est juste ouais, long et pas lâcher et se dire qu'à un moment donné, ça va finir par prendre et trouver, comme dans l'accompagnement au changement de comportement, c'est du cognitif, hein, trouver ce qui va intéresser l'autre pour essayer de le faire venir à soi, quoi. Essayer de changer son prisme. Ok, parfait. Bon, c'est toujours bien de le réentendre parfois. Alors, il y a une question qui vient d'apparaître. Dans tous ces exemples territoriaux, y a-t-il des synergies avec des acteurs petits, mais impactants quand même, comme celui de la culture, du spectacle vivant, du cinéma? C'est une question qui nous vient de Magali Blin. Est-ce que ça inspire l'un de vous? Alors moi, pas la culture, mais par contre, sur la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire, je travaille beaucoup maintenant avec la direction des solidarités par rapport à la précarité alimentaire. Donc on fait du lien sur la question précarité et gaspillage. Et donc je ne sais pas si on peut parler de petits acteurs quand on parle des banques alimentaires, mais par contre on a des petits acteurs qui sont par exemple Solal, qui est une association qui est nationale et dans certaines régions qui fait de l'anti-gaspi auprès d'agriculteurs, pour redonner après aux associations de solidarité et de redistribution au public précaire. Voilà, sur la culture, moi j'ai fait intervenir une artiste à ma journée de clôture de concerto qui nous a fait un magnifique dessin que j'ai pas mis là dans la présentation. D'habitude c'est ma page de couve, mais là j'ai pris le format rare, donc du coup elle n'y était pas. Donc voilà, c'était mon petit lien à moi avec le monde de la culture et voilà. Mais sinon c'est vrai que c'est pas toujours simple, si ce n'est que dans le monde des déchets, on voit par exemple beaucoup de personnes qui font appel à des troupes de théâtre, d'impro, ce genre de choses, ça commence à se voir. Je ne sais pas si l'autre témoin a des... Oui, on me dit sur votre territoire peut-être? Il y a eu quelque chose de ce type ou pas forcément? Alors, dans mon spectre, à mon niveau, je suis vraiment orienté vers les acteurs économiques du territoire, donc plus les industries. Ensuite, nous impliquons les associations et une des branches qui va être développée par l'association qui vient d'être créée va être notamment la valorisation des bâches de promotion pour toutes les bâches en PVC que vous pouvez voir déployées sur le bord des routes. Ça va être essayer de leur donner une seconde vie pour les transformer à l'atelier couture en quelque chose qui pourrait être mis à destination du monde du spectacle ou peut-être de la petite enfance, des périscolaires, à voir comment on pourrait travailler ça. Mais c'est vrai que c'est un énorme gisement également, ces bâches PVC, que nous souhaiterions pouvoir transformer, récupérer, réutiliser, afin qu'elles ne soient pas à usage unique. Essayer de leur trouver une seconde vie, rallonger leur durée de vie et pouvoir les détourner en un exutoire qui reste à définir. Ça va dépendre techniquement si c'est faisable. Si légalement, sur la petite enfance, le périscolaire, il n'y a pas trop de risques. Voilà, il y a plein de choses qui sont encore à définir. Donc ce n'est pas vraiment une synergie à proprement parler avec le spectacle, le cinéma, mais ça pourrait en être un des exutoires. Très bien, merci pour ce retour. Il y a une question qui vient d'arriver pour vous, là, de Marine Dufayly.
Alors, on nous demande comment sera financé le projet de l'EIT suite à votre départ. Donc, comment se passe le changement de gouvernance? Et donc, comment Sarevi sera financé pour ses études sur le plastique souple et à usage unique, pardon. Alors, Sarevi va porter le développement économique de l'action, donc pour l'instant de la confection de ces goodies, appelons ça goodies, ces trousses, ces porte-clés. Et la SIAE qui en assure la fabrication est un sous-traitant. Donc le bilan comptable passera par Sarevi et s'alimentera de subventions en répondant à des appels à projets, à des appels à manifestations d'intérêt, en allant chercher des subventions. Je pense notamment à l'appel à projet Auremat de l'ADEME, et on essaiera de faire subvenir l'association Sarevi via ces moyens-là. Je te repasse la main, Ariane, je vois qu'il est déjà 16h30. Oui, merci à tous les intervenants et participants pour ce très riche webinaire. J'espère que vous ressortez donc inspirés par les différents témoignages et ressourcés pour vous donner envie d'essayer ces outils, ces différents outils dans vos régions, dans vos territoires. Donc on l'a vu, il n'existe pas d'outils uniques, mais bien de multiples solutions qui s'adaptent selon vos territoires, vos situations, vos moyens humains et financiers et vos dynamiques territoriales. On l'a vu tout au long du webinaire, il y a du chemin à parcourir entre la donnée et l'action et de nombreux acteurs sont à mobiliser. Et donc aujourd'hui, on a fait certains choix de présentation, notamment, on vous a présenté différents outils. Ce n'est pas exhaustif, donc si ce sujet vous plaît, vous pouvez creuser parce que j'imagine qu'il existe de nombreuses autres études et expérimentations sur vos territoires. Enfin, je vous donne rendez-vous le 26 novembre à 14h30 pour le prochain RAID 13 copiloté par l'Observatoire Ordec de PACA et l'Observatoire TEO de la région Pays de la Loire. Donc, c'est un webinaire qui portera sur les outils permettant de caractériser, donc connaître la composition des déchets dans nos poubelles. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir le détail du contenu dans les prochaines communications du RAR. Et une dernière information, vous recevrez le replay de ce webinaire ainsi qu'un formulaire d'évaluation que je vous invite à compléter et à nous transmettre pour permettre d'affiner nos contenus et dérouler des prochains rendez-vous. Et je crois que on a 2 minutes de retard. Je crois que c'est le moment de vous libérer et de vous remercier une nouvelle fois pour votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt.